Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition, première édition de Le Grand Soir de cette semaine. Nous sommes le 10 novembre 2025, quelques jours après le discours inaugural du septennat du président Paul Biya. On en parle encore dans la presse et dans les différents commentaires. Comment lire ce discours, notamment l'aspect consacré à la jeunesse. Au sortir justement de ce discours, beaucoup ont conclu et ont pensé que ce septennat était dédié à la jeunesse et à la femme. Mais ce soir, on va globalement parler de la jeunesse, malgré les annonces faites par le chef de l'État en termes de facilité pour avoir accès au financement et un accompagnement pour la création des emplois avec un nouveau programme qui a été initié, malgré la relance des concours de l'école normale supérieure ou alors du côté des écoles doctorales. On lit encore un certain scepticisme auprès des jeunes qui pensent qu'il faut maintenant voir pour croire. Cela disent avoir été déçus depuis 43 ans par les initiatives prises par le chef de l'État. Est-ce une faiblesse, une paresse ou un scepticisme qui peut s'expliquer? Comment vaincre finalement ce scepticisme? Ce sera avec nos invités ce soir autour de la table, mais également vous, comme d'habitude, vous participez au programme en direct sur nos différentes plateformes digitales, Facebook ou YouTube. Vous pouvez poser vos questions ou répondre à certaines préoccupations du plateau, ou alors le code qui s'inscrira au bas de l'écran, par lequel, naturellement, par vos messages simples ou WhatsApp, vous participez également à cet échange vespéral, accueillant avec tous les honneurs dus Monsieur le maire de la commune d'Atok. Il est un président de section RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a porté la candidature de Paul Biya, vainqueur de la dernière élection présidentielle. Yves Bach, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis toujours très honoré de répondre présent à votre invitation, M. Jean-Jacques Zé. Vous soufflez maintenant, la campagne électorale 2025 était comme 2018? Disons que les campagnes ne se ressemblent pas. Elles se suivent, mais ne se ressemblent pas parce que les contextes aussi évoluent. Mais cette autre campagne a été spéciale parce que les enjeux, selon moi, les enjeux ont été plus forts avec une adversité assez farouche, dont partir de plus de 70% à 53%. Il faut pas être malhonnête de dire que ce n'était pas facile. Mais la majorité absolue a été obtenue. Nous ne pouvons que dire merci. Et vous l'avez suivi dans le discours du chef de l'État où il a gracieusement dit merci à tous les Camerounais qui se sont mobilisés du nord au sud, de l'est à l'ouest pour lui donner cette majorité absolue. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous souffrons parce que dans quelques mois encore, le RDPC va devoir entrer en compétition. Et comme je vous le disais, que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas, les élections de 2026, automatiquement, auront en ligne de mire les conséquences laissées par les élections de 2025. Donc, nous sommes au travail, le RDPC au travail. Voilà. Et le soleil levant, la région de l'Est, troisième meilleure performance au profit de Paul Biya, on va le dire ainsi. C'est un travail énorme qui a été abattu là. Disons que notre coordonnateur régional pour la campagne du président Paul Biya avait sorti un slogan. Il disait « L'Est, c'est Paul Biya ». Et Paul Biya, c'est l'Est. Donc, à l'Est, on ne peut pas douter de notre apport à cette victoire élégante du président de la République. Donc, les populations de l'Est se sont réveillées au lendemain des élections avec une satisfaction énorme, mais un peu déçues par ce qui s'est fait après, c'est-à-dire les casses que nous avons eu du côté des localités comme Manjou, pour dire que nous avons reçu beaucoup de leçons et je crois que l'Est se porte bien. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Le Grand Soir, monsieur le maire de la commune de l'Atok, porte d'entrée et de sortie de la région de l'Est lorsqu'on prend la nationale numéro 10. Accueillons maître Jean-Guy Zogo. Voilà, il m'a contaminé un peu avec les Yves là. Jean-Guy Zogo, Jean-Yves, voilà. Jean-Guy Zogo, bonsoir. Bonsoir. Président général du parti UPA, Union des populations africaines. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Oui, le plaisir est partagé. Bonsoir Jean-Jacques C. Mes amitiés aux discutants de cette fin d'après-midi. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir dans l'émission Le Grand Soir et à nos millions de télé-internautes qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs.
toute ma sympathie à l'équipe technique que je vois toujours travailler d'arrache-pied pour nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Et mes salutations distinguées au président directeur général, M. Dieudonné. Alors, qu'est-ce que l'UPA faisait pendant cette période de campagne électorale et d'élection? L'UPA s'organisait pour être paré afin d'affronter les élections législatives et municipales qui arrivent. Parce que lorsque le processus de désignation ou de sélection des candidats s'est terminé, nous nous sommes rendus compte que, bon, il y avait pas parmi les 12 candidats un candidat qui obéissait aux critères idéologiques de notre parti. Et comme vous savez, le silence est une forme de communication. Et en politique, c'est une forme de communication puissante. Nous avons préféré nous mettre en retrait, prendre du recul, maturer notre projet pour les élections législatives et municipales. Et c'est sur ce projet que nous travaillons actuellement. Vous n'êtes pas un peu dur? Surtout les 12 candidats, vous ne trouviez pas quelqu'un qui allait dans le sens de votre vision politique? C'est pas trop dur? Est-ce que vous avez vu un panafricaniste authentique candidat à l'élection présidentielle? Paul Biya est panafricaniste, non? Je l'ai dit panafricaniste authentique. Authentique, vous l'êtes tout compris. Parce que je me souviens que j'ai répondu à cette question ici un jour sur est-ce que Paul Biya est panafricaniste ou non? Paul Biya est effectivement panafricaniste, mais vous savez que le panafricanisme, après les pseudo-indépendances qui ont été concédées aux anciennes colonies françaises d'Afrique, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres, il y a eu une sorte de schisme qui a fait que vous avez le camp des minimalistes qui a abouti à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est aujourd'hui l'Union africaine, dont le siège est construit par d'autres, le financement, le fonctionnement est le fruit de d'autres personnes. Et vous avez le camp des maximalistes mené par Kwame Nkrumah, qui voulait non seulement une indépendance totale, mais la construction des États-Unis d'Afrique. Moi, je suis l'héritier de Kwame Nkrumah et je dirais donc que Paul Biya est l'héritier de Houphouët-Boigny. D'accord, merci d'être venu. Serge Anthony Ongene, bonsoir et bienvenue. Jacques, bonsoir. Bonsoir à tous les co-discutants de ce soir et naturellement un bonsoir chaleureux à tous les internautes et tous les téléspectateurs d'Info TV. Et je fais un coucou spécial à ces diasporiens républicains, patriotes qui vous suivent tous les jours de la semaine, il faut le dire comme cela. Et naturellement, c'est l'occasion de renouveler nos chaleureux vœux félicitations à l'endroit de son Excellence Paul Biya qui a rempli à son 8e mandat. Voilà. Alors, qu'est-ce que globalement, avant d'entrer dans le fond du sujet qui nous rassemble ce soir, globalement, qu'est-ce que M. le maire d'Atok a noté dans le discours inaugural du septennat de Paul Biya? En réalité, c'était un discours très digeste et facile à comprendre, à analyser. Disons, ce que j'ai retenu, c'est cette place importante réservée à la jeunesse et aux femmes, parce que de l'histoire des discours du président de la République, il n'est pas allé au fond, comme ça, en touchant un secteur d'une manière directe. Je m'explique. Vous voyez, après les civilités d'usage, par exemple, les remerciements au peuple camerounais qui lui a apporté toute la confiance, il est tombé directement en lançant un appel, un vibrant appel au rassemblement, en tendant la main à la jeunesse camerounaise en disant qu'il a écouté les pleurs, il a écouté les appels de la jeunesse camerounaise et il met ce septennat sous l'égide même du renforcement, du soutien de la jeunesse, de l'accompagnement de la jeunesse et des femmes. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué dans ce discours. Vous verrez que dans ce discours, il ne s'est pas simplement arrêté là, il a donné un timing. Il a dit dans les mois qui suivent. Donc ce n'était pas simplement un discours, c'était un discours mais inscrit dans le temps en donnant une période bien précise. Donc c'est des éléments qui m'ont beaucoup marqué parce que parfois on a l'impression que le président de la République n'est pas au fait de ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai qu'après les consultations, il a dû avoir certaines informations qui font qu'aujourd'hui, qu'il n'hésite plus. Et durant la campagne, nous qui étions sur le terrain, par exemple, nous avons beaucoup écouté. Parce qu'au-delà du programme du président de la République qu'on présentait à nos populations, mais nous avons pris du temps à écouter ce que les populations avaient au fond de leur cœur. Et ce qui devenait beaucoup plus, c'était cette situation des jeunes, cette situation un peu précaire de beaucoup de jeunes qui se demandent, mais ils sont jeunes aujourd'hui, mais quel est leur avenir? Voilà. Alors c'est quoi? C'est un mandat total pour la jeunesse ou alors c'est un mandat de rattrapage?
On ne peut pas le dire ainsi, parce que le dire ainsi, c'est un peu cruel. Dire que c'est un mandat de rattrapage... Parce qu'on sait quand même qu'il y a une grogne dans le milieu de la jeunesse. La jeunesse l'a démontré avec un fort taux d'abstention, avec des manifestations, entre guillemets, qui ont suivi. Il y a malaise réel. Maintenant, il semble dire que je vous ai compris de façon claire maintenant. Est-ce qu'il est au rattrapage ou il va aménager une porte de sortie assez propre? Non, disons dans le discours, tout est clair. Le président de la République rappelle ce qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise ces dernières années. Je vais vous dire, c'est de l'inédit en Afrique et peut-être même dans le monde qu'on puisse construire, qu'on puisse créer 3 universités en 7 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les jeunes. On ne peut pas parler de rattrapage, on peut juste parler de renforcement. Il faut renforcer parce que non seulement notre situation démographique va de plus en plus, elle est croissante, cette situation est croissante, mais la demande est plus importante. La demande est plus importante. Aujourd'hui, moi je m'amuse souvent à dire que parfois, nous-mêmes nous sommes la cause de nos propres problèmes. Dans la mesure où, par exemple, chaque jour nous mettons au monde, nous accouchons. Est-ce que véritablement nous pensons au planning familial? Je prends un cas simple. Vous allez arriver dans une famille modeste où un individu qui n'a pas d'emploi, mais parvient quand même à avoir 7, 6, 8 enfants. Le lit du pauvre est fécond. Voilà, vous l'avez dit, le lit du pauvre est fécond. En même temps, nos arrière-grands-parents disaient que c'est la main d'œuvre. Non, il faut avoir la main d'œuvre. Oui, mais cela, il faut être... Vous êtes pour les politiques natalistes alors, monsieur le maire? Il faut être rationnel. Il faut être rationnel et savoir s'informer. On dit, le sage Dunoyer disait que l'homme est une page blanche qui acquiert son humanité à partir des impressions qu'il reçoit de son environnement. C'est-à-dire, vous analysez votre environnement, vous voyez dans quelles conditions vous vivez pour voir est-ce qu'il est possible que je puisse procréer autant. Mais c'était une parenthèse, vous voyez. Une belle parenthèse qui nous permet de penser à Angers Bogo et Méran, qui n'a pas encore été conduit à sa dernière demeure, avec une chanson qui a beaucoup marché, Soglomon. C'est très beau. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut... Revenir là, il faut prévoir l'encadrement. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est pas la peine de l'avoir plein qu'on a rien. C'était une parenthèse. Vous dites que le chef de l'État a souvent fait. Et puis, tout à l'heure, quand vous introduisiez votre émission, vous avez dit que ces jeunes sont déçus depuis 43 ans. Rien n'a été fait pour eux. Je voudrais juste vous rappeler, monsieur Jean-Jacques, que la jeunesse n'est pas un état statique. Vous comprenez? Il y a une période où on peut vous considérer comme jeune. Les adultes aujourd'hui que nous voulons chasser ont été jeunes à un moment. Oui. Et vous l'avez bien dit, 43 ans. Faites pour ceux qui ont, par exemple, 60 ans aujourd'hui, qui sont membres du gouvernement. Alors faites 60 ans moins 40 ans. Ils avaient quel âge en ce moment? Ils avaient 20 ans. Aujourd'hui, ils ont pu devenir DG, ils ont pu devenir ministre. Disons qu'il y a des choses qui sont faites, mais le président de la République rappelle que oui, beaucoup a été fait, mais il reste encore plein de choses à faire. Voilà. Merci, maître Jean-Guy Zogo. Sur cette question d'entrée, monsieur le maire a noté l'aspect consacré à la jeunesse dans le discours inaugural du septennat du président Paul Biya. Vous avez noté quoi, maître? J'ai noté que nous étions davantage dans l'esbrouf politique. L'esbrouf politique, c'est pas très dur, ça? Pourquoi vous trouvez toujours que je suis dur? Parce que là, je viens d'entendre quelque chose qui a failli me faire bondir de ma chaise. Non, ne bondissez pas. Je suis écœuré qu'on continue à nous servir une rhétorique dans laquelle on vous fait croire que la natalité est un problème. Je voudrais être péremptoire là-dessus. La démographie fait partie des armes les plus puissantes des civilisations qui s'autodéterminent. Ce n'est pas en demandant aux gens d'arrêter de faire des enfants. Est-ce que ce n'est pas prendre ailleurs et penser pouvoir ce adapter chez nous ce n'est pas dans les mêmes conditions? Ce n'est pas vrai. Ça l'est d'autant moins que j'ai l'habitude de vous dire que tout ce que l'être humain fait, je dis tout, ce que vous pensez, comment même vous pensez, ce que vous dites, comment vous vous habillez, comment vous vous logez, c'est essentiellement et fondamentalement idéologique. Mais les Nations Unies sont d'accord aujourd'hui que... Les Nations Unies, c'est quoi la population, la croissance de la population deviendra un problème parce qu'il n'y aura pas suffisamment de ressources pour s'occuper de tout le monde. Là, c'est le discours occidental. Il n'est pas que occidental. Il est occidental. Il est mondial. Il est occidental. Allez-y. Qu'est-ce qui est mondial, Jean-Jacques Zé? Les changements climatiques sont le fait de l'œuvre de certaines personnes, mais nous les subissons. Alors que nous sommes encore en phase d'industrialisation. Qu'est-ce qui est mondial? Rien n'est mondial. Je dis toujours que rien n'est universel. Rien. Vous comprenez? Donc, je n'aime pas ce discours où on veut toujours servir aux gens en leur disant ne faites pas des enfants. La Chine, c'est plus de 2 milliards de personnes. Mais avec une politique nataliste. Je suis désolé. Limitation des naissances. À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité aux gens. En fait, votre thématique,
je ne vais même pas trop m'attarder sur ce genre de choses. Votre thématique porte sur la vérité. Parce que le scepticisme suppose que les gens pensent que ce qui a été promis n'est pas vrai. Ou alors ne font pas confiance à celui qui a fait la promesse. Ou alors pensent que les promesses sont toujours fallacieuses comme elles l'ont. Ou alors ils sont de mauvaise foi. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Non, il faut accepter également cette hypothèse-là. Non, attendez. Parce que les cas de mauvaise foi peuvent être démontés aussi. Vous savez, en politique, les promesses ne sont pas une mauvaise chose. Puisqu'elles relèvent de la séduction qui est en fait l'essence même du jeu politique. Puisque les populations généralement sont dans leur ignorance embrigadées dans le choix entre la peste et le choléra. Et les promesses politiques séduisent. Le problème, c'est la politique des promesses. Celle qui consiste à promettre encore et toujours. Là, on est dans l'escroquerie politique. Parce que vous embrigadez les gens dans une sorte d'aliénation en mettant en place un schéma social dans lequel certains pensent qu'ils peuvent avoir tout, ils ont droit à tout et les autres n'ont droit à rien. Donc, je refuse que des Africains, en général des Camerounais en particulier, continuent encore aujourd'hui, en 2025, à tenir un discours occidentalisé dans lequel on vous dit ne faites pas d'enfants, si vous faites des enfants, vous allez demeurer pauvre. Ce n'est pas vrai. L'Afrique, c'est 1,5 milliard de personnes. Toute l'Afrique, c'est 1,5 milliard de personnes. Oui. La Chine, c'est 2 milliards. L'Inde, c'est 1,2 milliard. Est-ce que vous vous êtes pas rendu compte que chaque fois que les Européens veulent parler à l'échelle mondiale, ils parlent toujours de l'Union européenne et non de leur pays, de manière individuelle? Parce qu'on a compris que la démographie est un instrument, une expression de puissance civilisationnelle. Oui, mais qui a un effet boomerang. Hein, il n'y a aucun effet boomerang. Je vous prouve qu'il n'y a aucun effet boomerang. Allons-y pour la preuve. Dans le projet de société que je porte, nous avons inscrit justement la natalité comme un instrument d'expression de la puissance de l'Afrique. On doit faire beaucoup d'enfants. Pourquoi? Il faut en faire davantage. On n'en fait même pas assez. Première chose. Deuxième, il faut être polygame. D'accord. Systématiquement polygame. Parce qu'il faut en faire beaucoup. Et ensuite, on entretient la polygamie. Et maintenant, le problème c'est lequel? Pourquoi y a-t-il un scepticisme? Parce qu'il y a une crise de la redistribution des richesses. C'est tout. Il y a une crise de la redistribution des richesses. C'est facile de dire que quelqu'un n'a pas un emploi pendant que vous avez un autre qui boit une bouteille de champagne qui vaut le salaire de 10 personnes. Dans un même espace de vie. La communauté de vie. Quand on parle d'une communauté de destin, le Cameroun c'est une communauté de destin. Vous ne pouvez donc pas avoir la prétention de dire aux gens que vous qui êtes pauvres, entre guillemets, parce qu'encore là il faut savoir son attend par être pauvre, vous n'avez pas le droit de faire des enfants. Mais vous avez des individus qui accaparent des richesses, non pas parce qu'ils sont plus brillants, mais simplement parce qu'ils sont des voleurs. Et maintenant, dans cette prédation, ils n'en font même pas assez. D'accord. Alors, je voudrais que M. le maire réagisse rapidement. Non, ce n'est pas... S'il vous plaît, permettez, pour que le débat soit davantage riche. D'accord, les théories, votre vision de panafricanisme, ainsi de suite. Mais vous avez le maire qui est sur le terrain, qui depuis 5-6 ans... non, vous n'avez pas la charge... On n'a pas besoin d'avoir la charge pour savoir qu'il faut faire des enfants. Maître, vous n'avez pas la charge du maire qui est au contact des populations au quotidien et qui voit que les gens ne doivent pas faire des enfants. Qui lit les difficultés des populations et des ressources dont dispose par exemple la commune, qui vous dit que peut-être qu'il faut commencer à regarder de près la question de natalité. Disons que peut-être, je comprends très bien ce qu'il dit, parce qu'on dit qu'il y a des richesses que d'hommes. Je suis d'accord avec lui dans ce sens. Mais je dis bien, il y a une politique il faut être rationnel dans ce que nous faisons. Moi, je voudrais être plus pratique, vous comprenez? Moi, comme il a dit, je suis un homme de terrain, tout comme vous, mais nous avons constaté que dans certaines de nos localités, un seul individu qui n'a pas de revenus, il n'a aucun revenu. Voilà. Tout le monde ne peut pas avoir. Il parvient. On ne peut pas avoir tous le même niveau de revenus, quel que soit le coin dans le monde. Vraiment, le Cameroun n'est pas particulier. Ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, un seul individu, n'est-ce pas, qui ne parvient pas à s'assurer personnellement, mais se permet quand même d'avoir 5, 6, 7 enfants. Est-ce que vous savez que dans nos villages, on retrouve des enfants qui arrivent au cours moyen deuxième, donc au moyen 2, et n'ont pas pu avoir un acte de naissance? C'est vrai. Ils n'ont pas pu avoir d'acte de naissance. C'est vrai que c'est un autre. Mais vous allez voir par exemple une certaine... Ce n'est pas la faute de l'individu en lui-même. C'est la faute du système. Non, le premier responsable, un enfant qui n'a pas d'acte, vous savez, quelle que soit la raison, la loi.
S'il vous plaît. Quelle que soit la raison. Je fais un rappel. Avant de faire une affirmation. On va avancer. Vraiment, on va avancer. On va pas dédouaner les feignants. En même temps, l'émission doit être pédagogique. Oui, il termine et vous allez réagir. Il termine et vous allez réagir. C'est ce que je voudrais dire. Et des cas comme ça sont légion. Où des enfants sont obligés d'arrêter les études, par exemple au cours moyen 2, parce que les parents ne peuvent pas permettre qu'ils aillent plus loin. Moi, plus proche de moi, par exemple, je connais un monsieur qui est professeur d'université, n'est-ce pas? Et son épouse est magistrat. Vous savez combien d'enfants ils ont? Ils ont 2 enfants. Wow. Ou alors 3 enfants, ou plus. Et ces enfants, ils accompagnent leurs enfants dans l'éducation, et puis ces enfants parviennent à s'insérer facilement. Quand j'ai parlé de naissance, je ne voudrais pas qu'on se détourne du sujet. Oui. Je voudrais simplement dire ceci. C'est que le gouvernement camerounais, s'il faut qu'on revienne là-dessus, le gouvernement camerounais, à lui seul, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et quand vous allez faire, par exemple, le tour du monde, vous verrez, par exemple, non, je le dis clairement. Vous savez, aujourd'hui, on parle de recrutement à la fonction publique. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter tout le monde à la fonction publique. Mais on peut permettre quand même une certaine respiration au secteur privé pour que les gens puissent s'auto-employer. Vous n'allez pas à l'étranger, par exemple, vous allez en France, en Allemagne, en Espagne, un peu partout. Les gens les plus pauvres, c'est des fonctionnaires. Les gens ne rêvent pas d'être des fonctionnaires. Vous comprenez? Justement. Les gens ne rêvent pas d'être fonctionnaires. Mais pour revenir sur le thème Jean-Jacques Zé, je refuse qu'on parle d'esbrouf. Quand par exemple le président de la République dit qu'il relance le concours de l'école normale, vous allez dire quoi? C'est une esbrouf. C'est un mensonge. On a arrêté pourquoi? Ah ben voilà. Je vous dis, il a dit qu'il va relancer le concours de l'école normale. Je ne suis pas en train de parler de... Justement. On a arrêté pourquoi? Il va relancer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il le fera ou il ne le fera pas? C'est le problème. Ah ben voilà. D'accord. Les autres ne sont pas les spectateurs. Les autres ne sont pas les spectateurs. Ils vont réagir. Serge, Anthony, sur cette problématique d'entrée dans l'émission, qu'est-ce qu'on a retenu du discours du président? On a des positions qui affichent leur divergence dès l'entame du programme. Qu'est-ce que Serge Anthony a retenu? Je crois que l'élément fondamental du discours du président, c'est la question jeunes et femmes qui a été mise au devant, qui est une préoccupation majeure et qui fonde même la problématique de l'élection telle qu'elle s'est déroulée et la crise qui s'en est suivie. Parce que c'est ça. Donc je crois que ça c'est l'essentiel à retenir de ce grand discours qui était un discours très riche et très dense, qui a démontré quelque chose de très important. C'est que le président de la République a, pour cette fois véritablement, eu le rapport clair et net. Pourquoi je le dis? Première chose, nous avons une élection qui s'est déroulée. Et cette élection a envoyé un indicateur que même si tu es aveugle, tu vas voir. C'est le recul du président de 17,6 points par rapport à l'élection de 2018. Ça veut dire que l'électorat a parlé au président. Donc ce n'est pas une information qu'on pouvait cacher, qu'on pouvait détourner. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une crise post-proclamation des résultats qui s'en est suivie, qu'on ne pouvait non plus cacher et qui renvoie à ce qu'il y a une bonne frange des populations qui ne sont pas contentes, qui ne sont pas en joie de la façon dont le pays est gouverné, au moins depuis 7 ans, dans le mandat de 2018 à 2025. Et le président l'a relevé. Il a dit, et il a utilisé des mots d'emphase avec cette situation. Je prends un mot. Quand le président évoque la frustration. Vous voyez, ça c'est un niveau très fin, parce qu'en réalité, c'est ce que les gens vivent le plus. La question d'emploi, qui est très importante, n'est même pas le plus gros problème. Mais c'est la prise en compte. Oui, permettez, je peux le démontrer techniquement. J'ai dit, c'est un problème, mais il n'est pas le plus gros problème.
les problèmes de base sur lesquels les Camerounais se sentent heurtés, par exemple, c'est le fait qu'ils se sentent incompris, inconsidérés et voire méprisés. Parce que beaucoup des problèmes qui ont été soulevés, vous avez le Covid-Gate, vous avez la Can-Gate, vous avez l'état des routes qui est désastreux. Les gens ont eu le sentiment que ceux qui gouvernent ou qui ont la charge s'en foutent royalement. Et moi, je vais convoquer des éléments. Hein. Moi, je n'aime pas parler comme je suis certaines personnes parler. Monsieur Jean-Jacques Zé, en 2021, on a refait un tout petit peu la voirie à Yaoundé. Moins de 16 mois plus tard, cette même voirie est en lambeaux. Absolument. Et les milliards sont sortis. Et je peux vous dire, je prends un tronçon. Le tronçon poste central, Mvogada, et SOS, lycée bilingue, il a été refait minimalement 3 fois. Donc on ne peut pas être dans un pays où on refait tout. Au lieu qu'on se projette à avancer, on est toujours dans la reprise. Et c'est l'argent. Ça prouve que les personnes en charge sont incompétentes. Et comme des personnes en subissent le coût au quotidien, ils se sentent désabusés. Prenons un exemple. Vous avez un véhicule, pour ceux qui en ont. Vous êtes obligé d'aller au garage. La conséquence de ça, c'est qu'avec votre petit salaire, vous allez être corrompu. Naturellement. N'essayez pas d'aller du côté de Messar. Vous voyez un peu la chaîne. C'est une catastrophe. Et vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes personnes qui gagnent les mêmes marchés. Mais tu connais ma personne. Tu sais où je reste souvent. Du côté de l'étranger. Mais on ne voit pas ça. Et ça fait que aujourd'hui, le niveau de frustration est assez élevé. Et ça s'est manifesté il est lors des élections. Supra-élevé. Et même après. Supra-élevé. Il n'est pas élevé, il est supra-élevé. Parce que, pourquoi je dis supra? Les gens se sont souvent plaints. Se sont toujours plaints. Mais rien n'a été fait. Pas pour les calmer, mais pour résoudre le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans un état qui sera toujours dans le provisoirement définitif. Et ça coûte beaucoup et beaucoup d'argent. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez... Le dernier pour chuter, parce qu'on va passer la parole. Je suis sur la question de la voirie, des routes. Les chiffres de la Banque mondiale. 1 kilomètre de route, c'est entre 1 million de dollars et 2 millions de dollars maximum. Ça, ce sont des chiffres aux normes internationales. Ça veut dire une route, c'est la chaussée, c'est le trottoir, c'est une piste cyclable, c'est un parking, c'est la signalisation. Comment une capitale comme Yaoundé n'a aucune signalisation? Mais les mêmes montants sont déboursés pour les mêmes routes. C'est un problème. Et c'est ce qui s'est vu. Et moi, donc, j'ai retenu du discours du président qu'il a compris. Parce qu'on lui a longtemps caché des choses, ou on lui a transmis des rapports biaisés. Mais l'élection présidentielle du 12 octobre a donné la possibilité que les choses soient dites. Et que ces choses soient dites à travers le vote. D'accord. Et tout ce qui s'en est suivi. Maintenant, je fais une petite digression sur la question des naissances. Ah, juste vraiment en 30 juste secondes. ces 30 secondes. Vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, un pays comme le nôtre, il est jeune. Un pays qui veut se développer a besoin de main-d'œuvre. Et il est de la responsabilité de l'État d'encadrer tout ce qui est naissance. Vous savez, ailleurs, on paye des gens parce qu'ils accouchent. Bien sûr. Nous, on n'en est pas. Et ailleurs, on condamne aussi ceux qui accouchent beaucoup.
Non, on ne condamne pas. Non, comme dans quel pays? Dans quel pays? Si tu vas au-delà de 2 enfants en Chine, tu as des problèmes avec l'État. Mais bon, je vais juste... C'est une politique. Bon, c'est une politique. Je veux penser parce qu'il y a des ressources qu'il faut pouvoir dans la gestion. Je vais même vous donner une évolution sur cette question qui est... Non, mais on est d'accord que c'est une base. Non, je vais vous donner une évolution. La Chine a donc changé cette norme-là il y a 2 ans. Voilà. Peut-être ça, vous ne savez pas. Non. Allons-y. La norme a donné quoi? Le changement a donné quoi? Non, mais là, ils avaient ce qu'on appelle des idéologues qui se sont endossés sur une stratégie. Et au Cameroun, aujourd'hui, vous savez, tous les grands pays émergents ont des idéologues. Il faut laisser les idées. On va arriver. Parlons des réalités de chez nous. C'est pas facile d'aller prendre l'idéologie de eux pour appliquer chez nous. Vous ne comprenez pas. Alors que vous avez une population dont on ne maîtrise pas le nom. Ce que je suis en train de vous dire, monsieur Jean-Jacques Zé, c'est qu'un pays qui se projette comme le Cameroun, tout grand pays, même dans le monde, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de pays. C'est d'abord des idéologues. La vision vient après. Le Cameroun, là, il se projette. Vous dites, on a un cap, on a l'émergence en 2035. C'est le cap. Non, je préfère être là. Maintenant, est-ce qu'on va l'atteindre? Quels sont les moyens qui sont avec les populations ou bien avec les tout ça rentre dans l'émergence. On ne produisait pas, mais vous voulez faire... Non, je veux dire, mais monsieur Jean-Jacques Zé, je vais vous rappeler quelque chose parce que vous êtes un fils de la forêt. Je prends votre exemple. Parce que ne suffit plus. Hein. Non, je vous connais, je vais vous dire. D'accord. Dans vos villages, je prends un exemple en retour, donc pas l'absurdité. Vous savez pourquoi la crise post-élection, nous l'avons eue? Parce que nous avons un nombre de personnes incalculées qui ont quitté. Écoutez bien, vous n'avez pas encore suivi où je vais chuter. Qui ont quitté les villages, qui sont venus en ville pour faire une activité dérisoire, mototaximan, autre. Et vous savez la conséquence? C'est que dans nos villages, on n'arrive plus à produire. Et vous savez que nous tous, nos parents nous ont éduqués avec du cacao, avec des cultures vivrières. Ils avaient 18 enfants, 20 enfants. Donc le problème ne se pose pas. C'est le type de politique que vous mettez en place. L'homme reste une richesse. Et pour que nous puissions atteindre, le Nigeria à côté, c'est un marché de près de 200 millions de personnes. Qui se base sur quoi? Vous dites, ce n'est pas 200 c'est sur la population en même temps. Le Nigeria, c'est l'homme. est consommateur parce qu'il y a des Jean-Jacques Zé. Ce n'est pas parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui peuvent acheter un bateau de camion que ça devient Je termine par là. Monsieur Jean-Jacques Zé, si vous n'avez pas les hommes, et c'est le problème, et c'est là où les Occidentaux... De quels hommes s'agit-il? Je dis quel que soit les hommes. Le nombre, la foule, les hommes qui sont utiles. Bon, Jean-Jacques, j'ai été au Canada. Est-ce que vous voyez l'immigration qui se passe au Canada? Est-ce que vous savez que le Canada, ce n'est pas un pays d'intellectuels? Est-ce que vous le savez? Au Canada, quand tu as le BP, le brevet professionnel, c'est bon. C'est un pays de travailleurs. On bâtit. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas la licence ou le PhD que vous n'avez pas une société. C'est le modèle. La preuve, nous avons les PhD pleins. Vous les invitez. Le résultat, c'est quoi? On est donc dans la foule. Mais c'est dans la qualité. Mais les hommes, vous avez comment je vais dire, posé la problématique sur la natalité. Je dis, elle n'est pas un problème, elle doit m'être encouragée. Moi, par exemple, je milite et j'ai des modèles sur lesquels j'ai travaillé. Vous savez que moi, je ne suis pas un bavardeur. Vous êtes à combien déjà? Vous dites, je vais vous dire. Non, je ne parle jamais de ma vie. Non, mais c'est important de se faire dessus. Peut-être que quand on est sur les livres, non, mais c'est Jean-Jacques de celui qui a Jean-Jacques, si j'ai été dans le si j'ai permis à ce que d'offrir 10 à 15 000 kits scolaires en 2017, si j'ai offert des programmes, ça veut dire que j'ai une capacité de prise de responsabilité envers les autres. Donc, la question sur les enfants que j'ai ne se pose. Moi, je parle jamais de ma vie. Non, vous l'avez sur le concret. Mais je dis sur le concret, on doit revoir nos modèles. Et c'est ce que le président a dit. Et dans le Cameroun d'aujourd'hui, qui a 7 000 milliards de budget, le modèle serait de faire beaucoup d'enfants. C'est ça? Ça fait partie. Qui ne produit pas. Ça fait partie. Qui n'a pas... Monsieur Jean-Jacques Zé, je vous pose une question naturelle. Vous avez déjà vu un enfant d'un pauvre qui n'a pas survécu parce qu'il est pauvre?
Vous voulez que les gens survivent? Ça ne veut rien dire. Vous voulez qu'on encourage ceux qui survivent là? Je veux dire que... Au village là, quand vous êtes élite, non, maître a évoqué la pression des gens qui accumulent. C'est la seule élite qui... Non, je suis désolé, il y a des gens. Je prends un cas simple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, il faut se dire... Rodrigue prend la parole. C'est la forêt. Vous avez des ministres qui construisent des églises à 800 millions. Par exemple. Excusez-moi. Hein? Mais c'est pas sérieux. C'est un déphasage avec nos réalités. Pourquoi? Je vais vous dire, 800 millions pour la mission de l'église qui... Je dis 800 millions, ils construisent l'église. Et si l'église remplit sa mission... Permettez, monsieur Jean-Jacques Zé. D'éducation. Monsieur Jean-Jacques Zé. De formation. Il a eu 800 millions parce que... Il a eu 800 millions parce qu'il a été ministre. Mais je vais vous dire... Je vais vous dire ce qui est problématique. L'église est du... Je vais vous dire ce qui est problématique, monsieur Jean-Jacques Zé. Je vais vous dire ce qui est problématique. C'est vrai ce que vous dites. Avec 1,5 milliard, oui, vous avez une micro-industrie fiable de transformation du cacao, par exemple, qui est fait dans le centre, par exemple, qui est fait à l'est. Mais vous donnez 800 millions. C'est pas que je suis contre ces jeux. Mais je dis que c'est là où donc nous pêchons sur l'idéologie, sur les orientations. Vous comprenez un peu? Ça n'apporte pas une plus-value. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. De dire que l'église n'apporte pas une plus-value, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, la parole. Non, mais ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est l'église. Non, non, je suis désolé. 800 millions pour l'église. Ton problème, c'est 800 millions pour l'église et qu'il aurait dû investir ailleurs. Mais l'église aussi est dans la construction. Monsieur Jean-Jacques, les hommes d'église ont critiqué le président Biya. Ils ont convoqué... Attendez. Ils ont convoqué un diable. Non, c'est très grave. Ils ont convoqué le bon diable. Moi, j'ai fréquenté à Liberman. Ils ont donc fait... Vous comprenez? Permettez, monsieur le maire. Moi, j'ai fréquenté à Liberman. Je dois vous dire que au second cycle à Liberman, on paye aujourd'hui quasiment 1,5 million. Oui. Vous me suivez un peu? Je vous suis. C'est fait pour les pauvres? Mais vous savez que tout cet argent... Non, l'église est subventionnée par les fidèles et les plus pauvres. Vous comprenez un peu? Donc je veux dire que c'est une question... Je vais vous dire, vous savez que le pays qui contribue le plus au Vatican, parce que j'ai résidé dans ce pays, c'est l'Allemagne. Mais moi, j'avais à Cologne, à 100 mètres de ma résidence, une église qui peinait à avoir 50 personnes. Vous comprenez un peu? Mais c'est les plus grands contributeurs. Moi, j'ai peur des choses vues. Je ne parle pas des choses vues, je parle des choses vécues. Une petite chapelle dans un village peut être là pour vous tromper. Je ne parle pas d'une petite chapelle. Le dôme. Permettez qu'on avance. On fera une thématique dessus un jour, mais permettez qu'on avance. Mais la question des... C'est Anthony. D'accord, vous êtes qu'on laisse les gens faire les enfants autant qu'ils le veulent. D'accord, on a compris. Rodrigue, ça doit entrer dans un ensemble. D'accord, Rodrigue, bonsoir. Je n'ai pas dit que ça doit être... On a failli ne pas t'accueillir finalement. Vous êtes du peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir, mes co-discutants que je découvre pour la première fois. Je n'ai pas eu l'occasion de les croiser. C'est ça le grand soir aussi. J'espère vraiment qu'on va tenir un débat qui va rester sur le sujet plutôt que d'aller chercher dans les vécus qui n'ont aucune contextualisation avec notre pays. D'accord. Vous avez envoyé le thème. Le thème, il est à la fois d'actualité, également il concerne le PURS de la manière la plus directe. Parce que il faut vous rappeler que le PURS, c'est un parti des jeunes. Ce n'est pas un jeune parti, c'est un parti qui a 15 ans de vie, mais c'est un parti de jeunes, parce que majoritairement, les membres du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale sont jeunes. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons une manière beaucoup plus différente des autres de voir les choses. Lorsque l'on nous pose un sujet sur les jeunes, notamment en lien avec la politique du gouvernement qui va arriver, je vais dire la mise en œuvre des orientations du président de la République qui a été déclaré élu par les institutions requises, nous nous disons oui, effectivement, les jeunes ont de sérieux problèmes dans ce pays et ça se voit parce que non seulement, on voit seulement ceux qui sont allés voter et on voit seulement le pourcentage ou bien le vainqueur, mais il faudrait aussi voir ceux qui se sont abstenus d'aller voter parce qu'ils se sont dit trop de promesses non tenues, ils se sont dit trop je vais dire, quelqu'un a parlé de frustration sur ce plateau, justement. Les jeunes sont très, très frustrés. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup refusent d'aller voter. C'est pour cela que beaucoup se sont retrouvés manipulés pour aller, justement, dans la rue des manifestations
pour se faire arrêter et emprisonner. Vous voyez des jeunes qui souffrent déjà, mais qui se retrouvent encore dans des situations compliquées. Comment est-ce que vous définissez cette frustration? Elle est due à quoi? Justement, elle est due à plusieurs facteurs. Et je voudrais justement qu'on se focalise sur ces facteurs parce que c'est là où il y a effectivement un sérieux problème. Ces frustrations sont dues, la première chose, à l'injustice sociale. L'injustice sociale ici, c'est l'absence de la rétribution équitable, ou du moins de la rétribution des ressources disponibles. Je ne parlerai pas des fruits de la croissance, parce que croissance, il n'y en a même pas au Cameroun. Ensuite, le deuxième problème qui cause ces frustrations, c'est le degré de chômage. Il faut rappeler que si on parle de 27% du taux de chômage au Cameroun, 70% de ces 27%-là concernent les jeunes. Et que la majorité, 74%, voilà, et que voilà, donc il y a des évolutions même. Voilà, donc vous voyez que 70%, 74%, comme vous dites, concernent les jeunes. Et plus grave encore, la majorité de ces 70% concernent les jeunes sortis des universités. Vous imaginez donc que quelqu'un a mis 25 ans à étudier et qui se retrouve en train de retourner dans la maison de son père pour demander encore. Non mais c'est pas, vous ne pouvez pas interroger le jeune à ce niveau parce que je vous comprends parfaitement, mais je vais vous dire d'où vient le problème. Si les jeunes étudiants sortent des universités et ne trouvent pas d'emploi, c'est précisément parce que je vais lui répondre. Oui. C'est dû non pas au fait de ces jeunes-là, c'est dû au système éducatif que les vieux, enfin que ceux qui gouvernent ont mis en place. Parce que les jeunes qui sortent... Parce que tout le monde parle souvent du système éducatif. Il faut changer. Et vous savez c'est quoi la faute du système éducatif de manière claire? Je vais vous le dire. Et vous savez d'ailleurs que la question de la refondation du système éducatif est centrale dans le projet de société des États généraux. Mais maintenant, le problème qui se pose dans le système éducatif en lui-même, c'est que premièrement, ce système éducatif n'est pas adapté à nos réalités actuelles, dans nos réalités contextuelles, au contexte du Cameroun. C'est un système éducatif. Nous sommes un pays agricole. Vous savez, par exemple, nous sommes dans un pays agricole. Par exemple, nous avons proposé dans nos projets de société, pour la présidentielle qui est passée, nous avons proposé que pour le domaine agricole, en rapport avec l'éducation, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des lycées spécialisés. Il y en a, mais en très peu. Nous avons à peu près 3 ou 4 dans tout l'ensemble du territoire camerounais, alors que nous avons proposé que chaque département du Cameroun ait au moins 2 lycées spécialisés dans l'agriculture. Ça, c'est ce qui va changer. On va je vais y arriver, je vais arriver à ce qui va changer. D'abord, disons ce qui doit être. Permettez, non, disons ce qui doit être. Ensuite, on dit ce que cela va apporter. Ce qui doit être, c'est qu'il doit avoir un grand nombre de lycées spéciaux, pas seulement dans l'agriculture, mais également dans le sport et les autres domaines. Plus encore, il faut aller même dans les lycées qui existent actuellement, c'est-à-dire les lycées d'enseignement général et technique là, et refonder le contenu des enseignements et les orienter justement dans le sens pratique. Ensuite, il faut installer ces lycées-là au niveau des bassins prioritaire. Vous avez des zones agricoles. Le Cameroun est d'ailleurs un scandale agricole parce que le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui compte 5 zones agroécologiques. Aucun autre pays au monde n'a ce potentiel. Vraiment, je mesure ce que je dis. Aucun autre pays au monde. Ça veut donc dire que vous pouvez produire toutes sortes de choses au Cameroun. On peut donc spécialiser ces lycées spécialisés encore de façon à ce que chaque lycée permette aux jeunes de chaque localité, en fonction des potentialités de cette localité-là, de pouvoir, d'être capable d'avoir des capacités de mobiliser les ressources leur permettant de produire ce qui se consomme dans leur localité, ce qui est plus demandé dans leur propre localité. Donc voilà ce qui doit être. L'impact doit faire en sorte que les jeunes ne sortent plus des lycées et se mettent à demander l'emploi et se mettre à courir derrière les concours d'intégration à la fonction publique. Ça va donc permettre que, ça va créer une ressource humaine déjà opérationnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu de parler de professionnalisation, nous parlons d'opérationnalisation. C'est-à-dire mettre en place un système éducatif qui produit des ressources humaines déjà capables d'opérer. Donc des ressources humaines opératoires, déjà capable d'opérer sur le terrain. Et ça passe aussi par le lien, la collaboration qu'on crée entre les centres de formation, les lycées, collèges, techniques, universités. On crée un lien entre ces centres de formation-là
et les entreprises déjà productrices sur le terrain. Ça permet de renforcer les capacités pratiques. Ça permet même de cultiver le sens pratique de ces jeunes-là. Ça, c'est le premier problème lié à l'emploi qui crée les frustrations des jeunes. La qualité de l'éducation aussi est un problème. Vous ne pouvez pas former des jeunes qui sortent et qui se mettent au chômage. Vous ne pouvez même pas former des jeunes qui trouvent quand même des emplois, mais qui ne sont pas adaptés à préserver ces emplois. Le président de la République actuelle lui-même avait dit en 2013 dans son discours à la jeunesse, le 10 février 2013, il avait dit que nous sommes désormais dans un monde en pleine compétition. Et la compétitivité mondiale voudrait donc qu'il y ait les jeunes qui entrent dans le monde de l'emploi, pas seulement au niveau du Cameroun, aient des capacités à la base pour préserver, pour faire face à cette concurrence mondiale-là, pour préserver cet emploi au niveau mondial. D'accord, Rodrigue, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression... Vous voyez, les problèmes sont légion. Je pourrais également, permettez, concernant tous les jeunes, je pourrais également citer le problème de logement. Vous êtes on va arriver au logement. Voilà, donc il y a ces problèmes-là qui concernent les jeunes et qui ont créé avec le temps, parce que 43 ans passés, et plus encore d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que la gouvernance du président Biya est la continuité de la gouvernance du président Ahidjo. Donc nous sommes à presque 70 ans de gouvernance où les jeunes ont eu que des promesses, pas de réalisations. On va aller sur le concret. Oui, on va faire le pont avec ce que le président de la République lui-même il a dit. Pour voir si ce ne sont pas des approches qui nous permettent d'avancer. Bonsoir Gigi, bonsoir à vous. Sur le plateau, c'est un clin d'œil qu'on fait aux camarades de BAC du CS d'Abomban. Il dit que la région dont vous et moi sommes originaires, nous avons besoin de procréer. Le Nigeria voisin est une puissance aujourd'hui à cause de sa population. La Bumba Ngoko dépasse le pays qu'on appelle Belgique, mais elle est sous-peuplée, donc faisons les enfants. Alors si tu prends la Bumba Ngoko d'aujourd'hui et tu multiplies sa population par 5, est-ce que tu vas résoudre le problème de la Bumba et Ngoko? Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît, nous vous suivons et nous plaidons à ce que le débat se fasse sans interférence. Non, il y aura toujours, sinon vous m'enlevez et il n'y aura plus de débat. D'accord? S'il vous plaît, laissez les panélistes s'exprimer. Non, il faut me laisser jouer mon rôle, mon frère. Ce n'est pas l'église. Hein? Vous voyez, qu'en laissant les gens à l'église, ils ont allé jusqu'à convoquer le diable parce qu'il parlait seul. Merci. Non, ce n'est pas la même chose, mon frère. On est... Voilà, Biya et son système ont totalement détruit ce pays et l'avenir des jeunes. Trop de corruption, d'injustice, de népotisme, de favoritisme. Ceux qui nous dirigent sont des incompétents. Nous ne voulons plus de ce système Fabregas. L'élection est passée, il y a une qui arrive là. Il faut être incisif. C'est ça. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, s'il vous plaît, permettez, c'est quoi, le conseiller Ndongo. Voilà, merci. C'est Abdoulaye, bonsoir à vous. Il dit quoi, Abdoulaye? Monsieur le maire peut nous donner le nombre des enfants eus avec sa femme? Tu n'auras rien. Abdoulaye. Toi, tu m'as demandé. Depuis, c'est toi qui avais la parole, non? Non. C'est toi qui avais la parole. Moi, je peux te dire pour moi. Et je veux te dire comment c'est difficile. C'est pas le plus important. Non, il faut avoir les exemples. Mais on doit vous accompagner. Les exemples, bonsoir. L'État doit. C'est l'État qui m'a envoyé. Non, l'enfant. Bon. Donc, continuons vraiment, s'il vous plaît. Les politiques antinatalistes sont contre-productives pour les pays pauvres. Car pour eux, la démographie est un facteur clé. Il est en effet rétrograde de penser le contraire, car dans le contexte camerounais, une population nombreuse et dynamique est un atout majeur pour le développement du pays. Par ailleurs, nombreuses analystes du discours du président manquent de profondeur. En effet, l'interprétation du discours nécessite de prendre en compte le contexte pragmatique, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles le texte devait être prononcé. Or, cette harangue semble être en déphasage avec le cadre pragmatique défini dans la SND 30 qui repose sur des secteurs clés, les CTD et le secteur privé. On va y arriver. Il apparaît que le discours a été rédigé de manière à engager le président dans une voie qui confirme l'hypercentralisation et en promettant des mesures inopérantes par l'État central. Aussi, pour le jeune du PURS, le Cameroun a eu en 2024 une croissance de 4,5, bien au-delà des 3 fixés par la CEMAC. Docteur Fabio Tama, merci beaucoup docteur. On espère que bientôt on va échanger avec vous sur le plateau en direct. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi vous étouffez le monsieur
ce qu'il dit est vrai. Comment une élite peut investir des millions, avoir des milliards pour construire une église ou faire des dons alors que les jeunes de sa localité sont des chômeurs? Est-ce que l'église donne le travail entre créer des entreprises pour occuper et développer le pays? Tu trouves important de créer les églises? Benoît de Douala, on ne fera pas sans église. Hein. Vous savez que la cathédrale Notre-Dame de Paris, quand elle a été détruite, c'est le deuil national. Bonsoir à vous. Au studio, oui, d'avoir respect. Vous êtes de quel bord là finalement? Je ne comprends pas. Non, mais je réponds aussi. Ah, mais non, vous ne devez pas répondre. Vous savez combien ça a coûté aussi? Non, la réflexion de pas... tout cela. Non, bonsoir au studio, très bonne émission. Pour moi, le gouvernement doit nous proposer mieux. Par exemple, nous avons des enfants qui ont des licences, mais ne savent rien faire. En dehors d'avoir le diplôme, c'est pas normal. C'est ce qu'on peut nous proposer pour ces cas-là. Justement, il y a la question de formation. Avoir une licence sans rien faire, oui, ça peut exister. C'est possible. Parce qu'il y a des questions d'orientation à la base aussi. Absolument. Oui. Sur la question du scepticisme des jeunes, moi je pense que, pour revenir en vif dans le sujet, et je vais aller vers les solutions, moi j'aime pas beaucoup bavarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on amène, on invite dans des plateaux qui viennent bavarder. Moi je vais vous dire, les jeunes n'ont pas raison d'être sceptiques, ça c'est la première chose. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous vivez, vous devez croire. Quand vous vivez, vous devez rêver, même si c'est difficile. Ça, c'est la première chose. Parce que pour ceux qui font du coaching en développement, si vous rentrez dans le scepticisme, vous ne pouvez plus produire ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est la première chose. Donc là, c'est même un conseil. Ce n'est pas une question politique. Parce que tout n'est pas politique. Le président de la République, tout n'est pas politique. Absolument, tout est politique. Non. Tout peut être politisé. Tout n'est pas politique. Je suis désolé. C'est des notions, on peut aller dedans. Si on veut faire la philosophie, on va la faire. Moi, je ne fais pas de la philosophie. Jean-Jacques me connaît très bien. Mais tout se fonde sur des politiques. Mais c'est ça que j'ai dit, on peut politiser tout, mais tout n'est pas politique. Tout est politique. Vous comprenez un peu? Vous faites des enfants, ce n'est pas de la politique, c'est parce que demain, ils vont être ceux-là qui vont vous suppléer. C'est votre politique. C'est ça que je dis, mais ce n'est pas politisé. Dans le sens camerounais, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on communique ici pour politiser, c'est qu'on n'a pas amené des voilà, on n'est pas rentré dans des choses très aléatoires. D'accord, on comprend bien ça. Et je suis en train de dire que les jeunes doivent croire au président Biya à partir de son discours. Pourquoi? Non, vous savez, vous pouvez en rire, hein, monsieur Dupurs. C'est le chef de l'État. Il vient d'être investi. Ça a toujours été le chef de l'État. Non, je dis que non. Jean-Jacques, nous sommes dans un nouveau mandat. C'est grave. Vous avez appelé parce qu'il a parlé. Vous allez voir où je vais chuter, maître. Vous allez me découvrir peut-être ce soir. Allons-y. Voilà. Donc, les jeunes ne doivent pas être sceptiques parce que c'est la voix la plus autorisée qui a parlé. Et elle a mis sur la table un ensemble de diagnostics dont vous et moi nous sommes d'accord. Et qui ont toujours été portés mais qui n'ont jamais été entendus ou repris. On est d'accord? Ça, c'est le discours du président de la République. Maintenant, le fait que Jean-Jacques nous invite pour poser la problématique du scepticisme est en rapport avec les déceptions des jeunes. Oui. Et s'il faut donc qu'on se projette. Et vous dites à ces jeunes de ne pas être sceptiques. Voilà, j'en viens. J'en viens parce qu'aujourd'hui, votre mission est pédagogique. Oui, elle est écoutée, elle est suivie. Maintenant, le président a parlé. On a le sentiment qu'il a écouté la voix du peuple. Maintenant, nous aussi, on doit dire au président, comme vous avez écouté la voix du peuple, voici ce qu'il faut faire. Première chose, il y a un téléspectateur qui a dit quelque chose. La SND 30 est en déphasage avec la nouvelle vision pragmatique qu'il faut avoir pour le Cameroun. Je m'explique. Et je vais prendre... Déphasage ou essoufflé? J'ai dit déphasage. D'accord. Parce que dans la SND 30, je l'ai lu, on a fait des grands énoncés. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui, parce que quand les jeunes vont vers des ministres, ils les rappellent, je prends un cas, vous allez voir un ministre, il vous dit qu'il y a un programme de financement des jeunes, il faut avoir la carte, vous comprenez un peu, c'est d'une complexité incroyable. La carte jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous demandez d'y croire. Mais c'est pour cela. Écoutez-moi bien, hein, monsieur, si vous écoutez bien le français, je suis en train de dire que le chef a parlé. Je vais être tort, parce que finalement, on a perdu aussi. Non, le président a parlé. Il y a des déceptions, vous êtes d'accord? Il y a des mauvaises pratiques, vous êtes d'accord? Il y a des gouvernements qui est défendu, vous êtes d'accord? Jean-Jacques, j'en viens donc. Allez-y, c'est là où je veux aller. Hein.
Parce que moi, c'est pas bavarder. Non, critiquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut relever quel est le problème. Le Cameroun fonctionne sur la base de la SND30. C'est le modèle sur lequel les gouvernants s'appuient. La première chose que nous, maintenant, après le constat du chef de l'État, qui est notre constat, c'est de lui dire que ces SND30 ne cadrent plus avec les aspirations du peuple qui se sont démontrées à travers cette élection. Et de ce fait, on a des problèmes d'emploi. Comment on va créer des emplois pour que tout le monde puisse en bénéficier? Comment la question de la justice sociale, de l'équité que vous avez évoqué, il faut créer un nouveau modèle. D'accord. Et moi, je vais donc être plus vous pensez que les légèrement une pause, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réagi depuis. Maître aujourd'hui, vous m'empêchez d'aller mettre une pause. Vous irez jusqu'au bout, parce qu'on a compris finalement où on est en train d'aller. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer? Serge, on nous a amené sur ce chemin-là. Pourquoi ne pas espérer et non se limiter à la critique pour critiquer, mais qu'il y a quand même des signaux qui montrent qu'il y a plus de pragmatisme qui arrive au lendemain de ce discours inaugural. Mais seulement nous devons construire ce pragmatisme. C'est là où je voulais aller. Qui va le construire? Je voulais donc vous donner des... D'accord, non, mais d'abord... Septennat dédié à la jeunesse, virgule. Oui. Comment vaincre le scepticisme pour l'intégration. Voilà. Voici le thème qui est soumis à notre réflexion ce soir. J'ai la faiblesse d'avoir fait la sémiotique, la stratégie du politique. Et je vous dis qu'ici, il y a d'abord une affirmation sous-jacente. Absolument. C'est que le scepticisme, il est là. Il est là. Et le scepticisme est une conséquence de quelque chose. Absolument. On devient sceptique quand on a été constamment dupé. Si on est d'accord sur ça, vous ne pouvez pas de manière péremptoire dire aux gens, comme c'est la voie la plus autorisée, vous devez y croire. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Si. Sauf à les prendre pour des cons. Première chose. Deuxième chose. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hubert Kamgang avait l'habitude de me dire, et je le reprends toujours, la seule raison pour laquelle on s'engage en politique, c'est parce qu'on veut faire triompher un modèle de société. Vous comprenez? Oui. Et un modèle de société, ça se construit par des idéologues. Là, nous avons été entièrement d'accord. Voilà. Et c'est là où les idéologues, eux, ils bavardent. L'idéologue bavarde. Non, parce que moi, je suis un idéologue avant tout d'abord. Non, moi, je suis d'abord un idéologue. C'est bien. Parce que, quel que soit ce que vous voulez faire, vous devez d'abord le concevoir. Penser. Vous devez le penser. Et vous ne le pensez pas en faisant, vous le pensez, vous l'exprimez. Alors, lorsque vous regardez ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on parle de scepticisme? Et quand Jean-Jacques demande comment vaincre le scepticisme? La première chose qu'il faut faire pour vaincre le scepticisme, puisqu'il est conscient qu'il est là, c'est qu'il faut que ceux qui viennent de remporter l'élection présidentielle, qu'à un, qu'ils prennent conscience de ce que les lignes ont bougé. Un message leur a été passé, et ce message, c'est que les gens ne sont pas contents. Première chose. Deuxième chose, il faut que ceux qui ont fait bouger les lignes, c'est-à-dire ceux qui sont allés voter, et qui ont montré qu'ils ne sont pas contents, en estimant aussi peut-être la voix de ceux qui ne sont même pas partis, prennent conscience de ce qu'il est possible de faire bouger les lignes. Parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps qu'il était impossible de faire bouger les lignes. Deuxième chose. Troisième chose, pour que le scepticisme s'en aille, il faut qu'on sorte de la politique du discours pour aller au niveau de la pédagogie par l'exemple. Vous ne pouvez pas demander aux populations de se serrer la ceinture, mais vous achetez de nouvelles bretelles parce que votre ventre grossit. Ce n'est pas possible. Et je dis souvent que la vérité elle est difficile. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens confondent la vérité avec l'opinion de la majorité. Même si, généralement, la majorité a toujours raison. Mais il est rare que la vérité soit dans le système démocratique. Il est rare que la vérité soit du côté de la majorité. Absolument. Déjà que la plupart des gens se disent affamés de vérité, mais la trouvent rarement à leur goût quand on la leur sert. La vérité, c'est laquelle? C'est que le Cameroun est un État néocolonisé. À l'instar de tous les autres pays africains, notamment les anciennes colonies françaises d'Afrique, le protectorat, ça ne veut rien dire. Dès lors que vous avez été, on vous a concédé une indépendance, mais on ne vous a pas libéré, le Cameroun ne dispose pas des instruments de souveraineté économique, sécuritaire, qui lui permettent de mener à bien le projet qui est inscrit même dans le libéralisme communautaire. Ce n'est pas possible. Il faut dire aux Camerounais la vérité. Le président de la République, quelle que soit sa volonté, a les mains liées. Absolument. Il a les mains liées. Ensuite, maintenant, la corruption dont on se plaint.
quand j'entends parler des ANIF, de la CONAC, du CONSUPÉ, du tribunal spécial et tout cet arsenal, pourquoi ça ne marche pas? Parce que la corruption est un sous-produit d'un mode de production idéologique, le néocolonialisme. Si vous ne changez pas le modèle social, vous n'avez aucune chance de réussir la moindre innovation. C'est pour là que nous avons un débat aujourd'hui sur les naissances. L'Allemagne, Angela Merkel a ouvert les portes de l'Allemagne aux gens parce qu'il n'y avait même plus de gens pour travailler. 1 million de Turcs Monsieur, sont en Allemagne. Lorsque on vous donne les critères d'autonomisation d'un pays, prenons même simplement les politiques publiques. Lorsqu'on élabore les politiques publiques, quels sont les instruments, quels sont les éléments qu'on prend en compte? Il y a la population d'abord. Si on prend par exemple l'eau, si la population c'est pas important, vous décidez de quelle politique publique de l'eau quelque part, comment? Vous faites ça comment? Sur quelle base? Sur quelle base? L'énergie, d'infrastructures, vous faites ça comment? Ce n'est pas possible. Ensuite, l'un des premiers facteurs de production après la terre, c'est l'être humain. Et observez bien nos sociétés aujourd'hui. Lorsque, Jean-Jacques, tu faisais une boutade tout à l'heure sur la terre, mais le problème se pose, c'est que les jeunes Camerounais, et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec le camarade du PUS, parce que eux, ils viennent voir les problèmes au niveau des conséquences. Il faut remonter au niveau des causes. Tout à fait. Pourquoi? Vous pouvez créer 50 000 lycées spécialisés en agriculture au Cameroun. Si vous ne réglez pas la question foncière, c'est foutu. Absolument. Parce qu'au moment où nous parlons, en cet instant précis, nous sommes dans ce studio, Jean-Jacques Zé, un jeune de moins de 35 ans ne peut pas accéder de manière directe au titre foncier. Si vous me permettez cette parenthèse. On est d'accord? Si vous me permettez cette parenthèse. Non, il peut. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Mais il ne peut le faire que par morcellement. Je vous dis, l'immatriculation directe. L'immatriculation directe n'est pas possible pour un jeune de moins de 35 ans. C'est possible, c'est une mauvaise communication. Alors, j'ai travaillé avec le sur ce sujet. Nous avons travaillé dessus. Non, je vais vous dire. Ce n'est pas possible. Non, permettez, maître. Ça, il faut apporter un éclairci là-dessus. Ce n'est pas vrai. Je vais dire aux Camerounais, un Camerounais de 15 ans, de 20 ans peut avoir un titre foncier. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas vrai. Oui, par immatriculation directe. Ce n'est pas vrai. Permettez. Je vais donner donc des informations là-dessus. Ce n'est pas vrai. L'immatriculation directe a ceci de particulier. La loi, c'est laquelle? Donnez-nous seulement la référence. On est sous le régime de la loi de du maire d'acteur. Oui, donnez-nous simplement la loi. On ne va pas tourner de long en large. Le problème avec l'immatriculation directe, c'est que ce sont les autochtones, ce sont les originaires qui doivent la solliciter. Vous comprenez? Ce qui se passe, maître, aujourd'hui. Que dit la loi? Non, permettez. Par moyen de corruption. Que dit la loi? Le népotisme et autres. Vous comprenez, non, Jean-Jacques? Les gens passent par derrière. Que dit la loi? La meilleure immatriculation de terre. Et ça, je vais vous le dire parce que je profite pour parler. Parce que j'ai fait 2 ou 3 séminaires récemment sur la question. Et j'ai porté un plaidoyer là-dessus. Que dit la loi? L'immatriculation par concession. C'est la que dit la loi? Vous comprenez? Moi, je sais pas, je vais pas venir vous mais faire... ça, le problème. Non, je suis désolé. Jean-Jacques, dans les contournements. Vous ne pouvez pas me dire. Et c'est ça qui m'exaspère. Je suis péremptoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Quelle est la référence légale ou réglementaire? Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me dire. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas m'interrompre en donnant l'impression que vous avez une meilleure connaissance de la loi que moi. Quelle est la référence légale ou réglementaire? Vous donnez là. Parce que vous voulez pas me faire consulter. On va avancer. Vous ne connaissez pas là-dessus. Je vous dis, au Cameroun, je m'attendais j'avais la référence légale. Vous pouvez obtenir un titre. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire. Par immatriculation, moi donc, écoutez. Vous parlez de concession. Bon. La concession, c'est une chose. Jean-Jacques. L'animation à la fois. Jean-Jacques. C'est parce que je ne peux pas aller fouiller dans mon téléphone. Vous allez fouiller. J'arrête pas de fouiller. Mais un titre foncier. Je n'ai pas besoin de fouiller l'avance. On va avancer. Je n'ai pas besoin de Monsieur le maire. Ce n'est pas vrai. Permettez à monsieur le maire d'intervenir sur la question. Oui, monsieur le maire. Voilà. Je suis à la quarantaine. C'est Anthony. C'est Anthony. Merci. Ce n'est pas vrai. Oui, voilà. Titre foncier. Je n'ai pas moins de 35 ans. Le 00375. Lorsque Maître a pris la parole tout à l'heure, il est revenu sur le sujet. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes. Parce que vous savez, on ne saurait être omniscient. Comprenez? Moi, je fais la part des choses. Vous m'avez appelé ici pour un thème précis.
et c'est sur ce thème que je voudrais échanger. D'accord. Et je voudrais bien vous dire, quand vous m'avez donné le thème, vous m'avez parlé de scepticisme. Oui. Je voudrais déjà m'inscrire en faux parce que... Il n'y a pas de scepticisme. Oui, il n'y a pas de scepticisme. Au Allez-y. Cameroun, nous venons de passer un moment important. Le moment le plus important dans un peuple, pour un peuple, l'élection présidentielle. Le choix d'un homme qui va conduire la destinée du peuple. C'était le 12 octobre dernier et le peuple camerounais a répondu à une majorité absolue. 53, c'est une majorité absolue. Ça veut dire que le peuple camerounais, d'une manière démocratique, a acheté le projet de société du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et maintenant, chez nous les économistes, on parle des lecteurs médians. Les lecteurs médians, c'est qui? C'est la jeunesse. Parce que le choix que fait la jeunesse, c'est ce choix qui l'emporte. Alors par transitivité, on peut donc dire clairement que les jeunes Camerounais ont choisi son Excellence Paul Biya. Alors on ne peut pas choisir quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Mais le jeune Camerounais dit qu'on aime beaucoup Paul Biya, on l'aime vraiment, on va le voter, mais... En allant le voter, ils l'ont fait. C'est comme je voudrais dire pour le moment, n'est-ce pas? Le président de la République a dit, il a compris. Il a compris les appels de la jeunesse. Il a compris les pleurs des jeunes. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ce débat parce que tout à l'heure, vous savez, tout à l'heure, par exemple, le PURS, vous avez présenté votre projet. On n'est plus en campagne. Voilà, on n'est plus en campagne. Vous avez présenté votre projet aux Camerounais et les Camerounais vous ont répondu en faisant de vous. Je crois que vous étiez 40e, 10e. Non. La campagne ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, pour vous dire que vous avez du temps pour présenter. Nous sommes à un nouveau mandat. Le président de la République, donc, pour ce nouveau mandat, voilà comment il place ses bases. Il vous dit que ce septennat, ce sera pour les jeunes et les femmes. Et nous autres, jeunes, peut-être même du parti, nous attendons. Nous attendons. C'est ça. Vous comprenez? Ne pensez pas peut-être qu'il s'agit, il y a des jeunes pris à part, ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Nous sommes tous dans le même moulin. Le président de la République a dit donnera plus de responsabilités aux jeunes. Nous attendons. Et je vais vous surprendre. Par exemple, peut-être ça va peut-être inquiéter beaucoup de personnes. Le président de la République n'a pas le choix. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les lecteurs médians. C'est-à-dire le cri de la jeunesse est tellement fort aujourd'hui que même le gouvernement camerounais que vous voyez là, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être coordonnateur régional du programme PIACI. Le programme PIACI, c'est quoi? C'est le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel pendant 5 ans. J'ai vu comment est-ce qu'on finançait les projets des jeunes et j'ai vu où ça clochait. Ça veut dire que nous sommes là, les jeunes Camerounais ont besoin d'être consultés parce que mais la question, il est difficile. Là, la question est là. Oui, le jeune Camerounais compte une multitude de projets. PIACI, PAGEU, PIFMAF, plan triennal spécial, Fonds national de l'emploi, ainsi de suite, Observatoire de l'emploi, Observatoire de la jeunesse. Il y a un ensemble de programmes, projets et autres. Et il semble se poser des questions. Paul Biya vient d'annoncer encore un nouveau programme pour soutenir l'entrepreneuriat jeune. D'où le scepticisme. Non, je vais vous surprendre, monsieur Jean-Jacques Thomas. Cette fois-ci, ils veulent voir. Monsieur Jean-Jacques, vous savez, moi je dis toujours, vous êtes un communicant, je suis pas expert dans la communication, mais la communication c'est le premier fondement de la société. Vous comprenez? La communication, ce que j'ai décrit beaucoup plus dans notre pays, c'est que j'ai l'impression qu'on ne communique pas assez. Moi je vous dis, j'ai été coordonnateur régional d'un programme et je sais que tous ces programmes parviennent à impacter la vie de nos concitoyens jeunes. Tous ces programmes, peu importe lesquels. Mais un État qui lance un programme à gauche ne fait pas d'évaluation de l'autre à droite. Non, ces évaluations, je vais vous dire, ces évaluations... Lorsqu'on dit programme, un programme a une durée. C'est vrai. Lorsqu'on dit un projet, ça a une durée. Lorsqu'on dit une mission, ça a une durée. Mais on a des programmes éternels. Le plan triennal est devenu décennal. C'est le français. Bref, on dit un programme. Monsieur Jean-Jacques, ce n'est pas une éternité. Monsieur Jean-Jacques, je voudrais que vous reteniez une seule chose aujourd'hui, c'est que nos gouvernements camerounais n'ont plus le choix. Vous comprenez? La masse, le cri qui vient de la jeunesse est très fort. Le mandat de la... Ça veut dire qu'il y a scepticisme ou de rectification. Pas de rectification. Je dis ceci, même dans le discours du président de la République, écoutez, même dans le discours du président, s'il vous plaît, même dans le discours du président de la République, il a reconnu qu'il y a problème. Non, Rodrigue, mais j'ai suivi le même dans le discours, il a réagi. Maintenant, comme il y a problème, ce problème
problème, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Est-ce qu'on continue d'attendre? Il a dit ils attendent. Mais nous, le président de la République, on a déjà trop pour la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, Rodrigue, oui, vous allez parler. Pour un discours d'investiture, par exemple, le président de la République est allé droit au but. Il est allé droit au but. Il n'est pas resté dans le discours. Il n'est pas resté dans le discours programme, non. Et je vous dis, et même dans son discours, il a eu l'honnêteté, comme toujours, comme il a souvent un certain homme élégant, il a eu l'honnêteté de reconnaître. Voilà, reconnaître. Oui, de reconnaître qu'il y a des choses qui n'ont pas. Mais les problèmes existent partout, mon cher. Oh là là. Vous comprenez? Mais ailleurs, on apporte des solutions. Non, j'ai dit donc que la première chose à faire dans la vie, vous comprenez? La première chose à faire, c'est de faire une introspection. Oui. Vous comprenez? Si vous continuez dans cet orgueil, vous n'allez jamais arriver à la présidence de la République. Vous le pouvez. Il faut faire d'abord une introspection. On va arriver à la présidence. Monsieur le maire est d'accord. Qui est le maire est d'accord? Justement, on a besoin de ce dialogue inclusif. Les choses vont on a besoin de ce dialogue s'améliorer. Si vous continuez qu'il faut faire descendant, les autres n'ont pas la capacité d'eux, les autres non. Non, il faut intégrer tout le monde dans le dialogue. Si on veut véritablement c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Non, je vous ai dit jamais fait. Le PUS a été 10e. Monsieur Guéguin, ce qui est d'ailleurs faux, le PUS n'a pas été 10e à cette élection. Mais ce que je veux dire, nous n'avons pas été premiers, nous n'avons pas été 10e. Nous n'avons pas non plus été derniers. Vous n'avez pas besoin de contre-vérité pour dire ce que vous voulez dire. C'est que je veux dire que je chute. Ne chutez pas quand vous avez pas de la parole. Respirer. Ce n'est pas sérieux. Je peux quand même respirer. Le plus c'est jeune. D'accord, je peux respirer. Sinon on va vous envoyer dans les débats du dimanche ailleurs. Je peux réagir. Vous allez parler quand vous voulez là-bas. Non, je peux réagir. Vous n'aviez pas la parole parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est technique. Vous avez commencé à parler seul. On ne sait pas par où vous êtes entré. Vous pouvez maintenant chuter si vous dites un truc qui ne nous convient pas à la chute. Bon, si vous ne voulez pas. Prenez d'abord la parole. Maintenant c'est Maître qui a la parole. Je me tais. Si vous ne voulez pas que je parle. Voilà. On est arrivé sur la question foncière. Je reste courtois. Et on est d'accord avec Maître qu'aujourd'hui le jeune se plaint de cette affaire d'accès au foncier, aller à l'agriculture, et les collèges, et ça, mais il n'y a pas moyen d'accéder à la terre. Il y a des réformes que le président de la République a annoncées. Peut-être que dans ces réformes-là, on pourrait avoir à lever ce goulot d'étranglement. La question, c'est comment vaincre le scepticisme. Oui. Comment vaincre le scepticisme? Ça suppose qu'on est d'accord sur un fait, le scepticisme existe. Nous ne sommes pas d'accord. Il est là. Évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le RDPC. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il dit que dans son discours, le président a relevé qu'il y avait des problèmes. Et les problèmes qu'il a relevés ne sont pas nés hier. C'était en 40 ans. On est d'accord? Oui, bien sûr. C'était en 40 ans. Ça veut dire que le scepticisme, il existe. Maintenant, moi, j'ai été interrompu au moment où j'étais en train de vous démontrer que si effectivement c'est le septennat des jeunes et des femmes, et qu'on veut de manière spécifique faire disparaître le scepticisme de ces deux couches de la population et s'attaquer de manière spécifique à leurs problèmes, il faut arrêter d'essayer de faire dans l'esbrouf. Tout à l'heure, excusez-moi, votre nom m'échappe. Monsieur Onguéné. Monsieur Onguéné. Quand il s'agissait tout à l'heure de parler des enfants, il a dit qu'il ne parle pas de sa vie privée. Je suis amusé qu'il nous donne le numéro de son titre foncier. C'est privé. Je suis péremptoire. C'est faux. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas vrai. Vous savez. On va discuter que j'ai. Non, je ne vais pas la laisser passer. On va pas retourner ce débat parce qu'on aura la réponse. Je passe à autre chose. La loi a-t-elle changé? La loi a-t-elle changé? Non, ça n'a pas changé. Elle date de 1974. Non, les gens ne connaissent pas. C'est une vieille loi. Non, les gens comprennent mal cette loi. J'ai eu le même problème que vous. Ce qu'on va faire. Ce que nous on va faire. Ce que nous on va faire. Si vous voulez, on va voir le directeur des affaires foncières demain. Avec vous, je voulais dire. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va se rapprocher des responsables du MINCAF. Je vais vous donner les communications. Voilà, on avance donc. Oui. C'est pas vrai. Vous savez, ce n'est pas parce que vous m'interrompez que vous allez m'empêcher de dire ce que je veux. Mais je n'accepterai pas que vous disiez quelque chose qui ne soit pas vrai. Là, je vous garantis. C'est Anthony. Vous n'avez pas le monopole de parler, je peux aussi vous empêcher. Tout le monde peut se tromper. Et il y a des gens qui nous regardent et qui se trompent ou qui ne se trompent pas. Je dis sur cette question. Non, vous n'êtes pas un spécialiste aussi. Jean-Jacques, j'ai un titre foncier. J'ai un titre foncier. J'ai des gens qui ont des titres fonciers. Non, Jean-Jacques. Je dis selon la loi. Si la loi était fausse, c'est comme on dit. Il faut la citer, la loi. On ne peut pas convoquer une loi qu'on ne... Je suis en train de vous dire que la loi de 74 dont vous faites allusion, elle est mal interprétée. Et le problème, je vais d'ailleurs même ajouter une information. Même les gens croient que les femmes ne peuvent pas avoir des titres fonciers, c'est toujours faux. Anthony, merci.
Maître, allez-y. Allez jusqu'au bout. Bon, je voudrais simplement... Pourquoi vous ne voulez pas accepter quand on vous dit certaines choses? Je voudrais Alors, vous dites que c'est vrai, maître se trompe. Allez, maître, allez-y jusqu'au bout. Je suis un juriste positiviste. Oui. Et en l'état actuel du droit positif camerounais, lorsque vous voulez faire une immatriculation directe et que vous avez moins de 35 ans, vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas d'autant plus que les règles qui régissent l'obtention d'un titre foncier par immatriculation directe sont contenues dans la loi. Et la loi, nous la connaissons. C'est laquelle? Maintenant, donnez-la. Oh là là. Alors, j'ai le message d'un sous-préfet. Bonjour Jean-Jacques. Monsieur Ongene ne dit pas la vérité. Un jeune né ne peut pas obtenir une immatriculation directe. Absolument. Même le morcellement dont il fait allusion est plus compliqué que l'immatriculation directe. Je suis le président de la commission consultative. Il faut dire la vérité. Il faut une réforme profonde de la loi foncière du Cameroun. C'est un sous-préfet. Finalement, tout le monde est à part Ongene. D'accord. Et c'est ça que j'appelle... Et je vous rappelle qu'il est le président d'une commission consultative. C'est un peu gênant là, monsieur. C'est gênant. S'il vous plaît. C'est gênant. Vous ne pouvez pas avoir raison pour que tout le monde. Mais même le sous-préfet ne donne pas la loi. Le sous-préfet n'a pas raison. Mais il ne donne pas la loi. Vous avez raison parce que vous êtes jeune. Je pense que j'ai travaillé sur la question il y a exactement 2 mois. Quand vous avez le fait, on a avancé. En rappelant que le ministre ne fait pas la loi. Si je comprends bien, la loi qui est supposée avoir un caractère général et impersonnel, comme M. Ongene a travaillé dessus il y a 2 mois, on a rien à dire. Avec tous les experts du ministère. On n'a rien à dire. On n'a rien à vous dire. Non, sur ce côté-là, bien. On va vérifier que les choses soient claires. Jean-Jacques, vous avez... Heureusement qu'un sous-préfet vient de confirmer ce que je disais. Oui. Donc maintenant, nous, on va avancer, s'il vous plaît. Permettez-nous d'avancer parce que l'émission a un caractère pédagogique. Je rassure les jeunes Camerounais que si des réformes ont lieu dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ils pourront accéder au titre foncier avant 35 ans, mais en l'espèce et en l'état, ce n'est pas possible. Et je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. J'ai fait moult débats sur la question. Maintenant, je ne perdrai pas mon fil parce que j'ai un contradicteur qui ne veut pas me laisser m'exprimer. J'étais en train de dire que le modèle de société, quand vous voulez le construire, il se fonde donc sur une idéologie. Et vous le couchez sur un projet, qu'on appelle un projet de société. Et lorsque vous le déroulez et que vous le mettez en place, vous devez vous entourer de personnes qui partagent votre projet de société et qui vous permettent de l'atteindre. Un des sentiments que les jeunes ont aujourd'hui, c'est que si le président de la République a un projet, ceux qui l'accompagnent ne sont pas dans son projet. Je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle l'impression qui se dégage et le scepticisme dont on parle, c'est que par exemple, prenez l'organisation de la CAN le jour J. La CAN n'a pas été organisée le jour J. Oui. Prenez le scandale d'Olembe. Nous habitons à côté, on y va. On voit ce qui s'y passe. Je ne vais pas vous citer tout le reste, les champs, voilà. Donc, c'est pour dire que le leader, lorsque vous êtes un leader, vous avez 3 missions. Vous êtes porteur d'un projet, une vision, vous établissez l'alignement, c'est-à-dire que vous établissez la manière dont le projet est mis en œuvre, et enfin vous mettez en place des mécanismes de contrôle. Alors, on se demande donc, le leader Paul Biya, qui a été réélu, est-ce qu'il a une vision? Probablement. Est-ce qu'il a établi l'alignement? On en doute au regard des résultats sur le terrain. Est-ce qu'il a mis en place des systèmes de contrôle qui lui permettent de s'assurer que son projet de société, celui donc que l'histoire va retenir, est en train d'être mis en œuvre? Là encore également, il y a des raisons de douter puisque nous sommes tous sur le terrain. Comment donc vaincre le scepticisme face à tout cela? Moi, je voudrais directement m'adresser au président de la République. Je présume que si lui-même ne regarde pas le grand soir, ses collaborateurs le font et lui rendront compte, cette fois-là de manière fidèle. Parce que je me pose comme son successeur. Je l'ai toujours dit. La première chose que le président de la République devrait faire, c'est qu'il devrait consolider les acquis. Parce que contrairement à ceux qui font de la malhonnêteté politique et intellectuelle, il y a des acquis au Cameroun et il faut les préserver. Merci. Ensuite, le président doit rénover le système institutionnel camerounais. Il est grippé. Trop peu de personnes concentrent trop de pouvoir. Nous avons un maire sur le plateau. La réalité, les populations de sa commune ne doivent regarder que vers lui. Ne doivent pas regarder vers le préfet. Pourquoi regarder vers le préfet? Vous ne pouvez pas prétendre décentraliser un pays comme le Cameroun, mais vous émasculez les maires. Parce que quand vous empêchez que l'argent arrive à leur niveau, vous empêchez qu'ils fassent quoi que ce soit. Donc le président de la République doit rénover le système institutionnel camerounais de manière à ce qu'il y ait l'émergence de nouveaux visages et, comme a dit quelqu'un, de nouveaux usages.
Et la troisième chose que le chef de l'État doit faire, que j'aurais fait si j'étais à sa place, c'est qu'il faut innover. On peut avoir l'impression que son logiciel idéologique, son âge et sa longévité de pouvoir ne le permettent pas, mais ce n'est pas vrai. C'est possible. Il peut innover. Il peut se lever un matin et décider que ce mandat soit le mandat testamentaire de Paul Biya. Qu'à travers ce mandat, il pose les jalons de ce que l'histoire va retenir de lui. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est en même temps court. Je suis même surpris que depuis qu'il a prêté serment le 6 novembre dernier, il n'y a encore rien. Il perd du temps. Parce que le problème, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, c'est que s'il a une vision, celle-ci n'est pas visiblement partagée par ceux qui l'entourent. Et seuls des actes concrets vont permettre de vaincre le scepticisme. Ce d'autant plus que nous vivons au Cameroun, c'est notre pays, je le dis souvent, nous le connaissons en détail. Il y a des visages qui à eux seuls cristallisent les rancœurs des Camerounais. Il y a des visages qui à eux seuls incarnent les errements du système. Il y a des visages qui à eux seuls sont un motif de frustration pour les Camerounais. Pourquoi ne pas s'en défaire? D'accord. C'est ça que je voulais dire. C'est fondamental. Alors, lorsqu'on voit ce que le président annonce, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on est toujours en pleine centralisation. Les jeunes qui vont recevoir un appui à partir d'un programme qui sera logé toujours dans un ministère, ils ont l'impression qu'on reprend les mêmes schémas que le plan spécial triennal jeune, le PIACI et consorts. Pourtant, nous sommes en pleine décentralisation. Si vous prenez les 102 milliards du plan spécial triennal jeune, vous donnez 10 milliards à chaque commune, on a l'impression que ça va être plus efficace que de ramener tout le monde à Yaoundé. Là, on va s'aligner sans savoir à quelle porte on va frapper. Donc, la proposition qui est faite avec le plan de création des entreprises est en train de repartir sur les mêmes bases. Absolument. Absolument. Et il a souligné un aspect très très important, à savoir, depuis le 6 novembre, on se serait attendu justement à voir des actes forts, des actes qui interpellent, qui disent vraiment le président, malgré tout le temps qu'on a eu à l'observer, il a finalement compris et il a pris le pouls de la situation. Mais bon, on va continuer d'attendre. Mais on ne va pas attendre seulement de manière passive. On va attendre également en se préparant aussi. Parce qu'il a soulevé un autre aspect qui est très important aussi, la décentralisation. Aucun projet, quel qu'il soit, je vais dire, même si c'est le projet du peuple uni pour la rénovation sociale, il ne marchera pas tant qu'on n'aura pas accepté d'inclure tout le monde, mais également de lâcher du lest. Vous comprenez, donc de décentraliser. Depuis la mise en œuvre, depuis l'adoption du code des collectivités territoriales décentralisées, qui fixait à 15% le niveau de transfert des compétences au niveau des collectivités, on est encore à 5%. Après combien d'années? Après 6 ans. On est encore à 5%. Donc le rythme est extrêmement lent. Et 5% même, les ressources, j'allais dire stratégiques, comme les finances locales, ne sont pas suffisamment transférées. Ça veut dire donc que même si un maire a une vision, même s'il a une capacité d'action, il a les mains liées. Il n'a pas la capacité d'agir. Et ça, c'est un sérieux problème. Alors que vous avez un maire qui est obligé de venir camper à Yaoundé. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, négocier les audiences à gauche et à droite. C'est un problème. Ça diminue même son autorité. Sa capacité d'action est ligotée. Il est même comme attaché. Et donc, il peut à un moment même oublier lui-même sa propre vision, tellement il est occupé à accéder aux ressources qui vont lui permettre de réaliser sa vision, de mettre en œuvre sa vision qui peut être d'ailleurs salutaire. Donc il n'y a pas que les décentralisation qui suppose le transfert des ressources, le transfert des ressources humaines également, et le transfert des capacités d'action même. Parce que là, il faut aussi laisser la marge de manœuvre suffisante pour que les maires définissent eux-mêmes les politiques locales en fonction des localités dans lesquelles ils se trouvent, mais également en fonction des réalités et des besoins spécifiques de ces localités-là. Dans ces conditions-là, il y a les ministères qui doivent disparaître. Oui, bien sûr. En fait, vous ne me le faites pas dire. Vous ne me le faites pas dire parce qu'on a d'ailleurs un cahier, je vais dire en termes du nombre de ministères, qui est obèse et qui peut d'ailleurs aussi obstruer la capacité à visualiser la mise en œuvre des politiques publiques définies, qui sont parfois, on ne peut pas nier, qui ont parfois des aspects très importants, parce qu'il faut le dire, pendant la campagne, quelqu'un m'a reproché de continuer de vendre le projet du PUS, mais pendant la campagne présidentielle, non, je n'ai pas honte de le faire. Non, je le fais partout. Alors, j'ai dit, pendant la période de campagne, quelque chose m'a marqué. C'est d'avoir, puisque j'ai quand même participé au débat
publique. Et j'ai constaté quelque chose qui avait de commun parmi tous les partis politiques. C'était que chaque parti politique portait un projet. Et chaque projet avait des aspects positifs, y compris le RDPC avait un projet qui avait aussi des aspects positifs. Il est donc question de capitaliser sur ces points positifs-là, de faire une sorte de compilation de ces projets-là pour un Cameroun de rêve. Parce que le Cameroun a toutes les potentialités qui peuvent lui permettre d'être ce qu'il devrait être, à savoir le message est clair. Aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, appelez le PUS qui vient avec son projet, appelez le PCRN qui vient avec son projet, on bâtit quelque chose pour le compilation, justement. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne refusons pas, nous ne pouvons pas refuser qu'on nous appelle à venir servir. Non, mais nous n'avons pas honte. Nous ne sommes pas des délinquants politiques. Parce qu'il y en a qui pensent que accepter entrer au gouvernement, travailler pour le LDPC, c'est l'esbrouf, c'est parce qu'on a fait la famine. Non, mais je ne pense pas qu'un acteur politique peut bâtir ce que Batomba a fait jusqu'aujourd'hui pendant qu'il a faim. Je ne pense pas. Donc, accepter de venir travailler pour son pays n'est pas un problème. Moi qui le dis, je suis enseignant. Il y a des moments, d'ailleurs, je ne dis pas il y a des moments, quand je fais mon cours, j'oublie le côté politique. Ma mission, j'enseigne philosophie et ECM. ECM, c'est essentiellement le patriotisme. Et lorsque j'enseigne cette matière-là, le président de la République devient un symbole. À ce moment-là, je ne suis pas un acteur politique. Je suis un acteur social qui veut contribuer à construire la conscience patriotique nationale chez les jeunes. Et à ce moment, donc, ça veut dire qu'il y a des moments justement où la nation nous appelle. Matomba a pris acte et a félicité la réélection du président de la République qui a prêté serment récemment. Il l'a fait, mais dans ce texte-là, il y avait des points qu'il fallait prendre en compte. Il a surtout invité le président élu, le président proclamé élu, il a surtout invité ce président-là à aller dans le sens de la conquête de la souveraineté réelle et fondamentale du Cameroun. Un peu panafricaniste. Il est pas un peu. Voilà, il est fondamentalement panafricaniste et souverainiste. Peut-être pas authentique. Bon, je dis fondamentalement tout de même. Elle est fondamentaliste. Fondamentalement tout de même. Et donc, il a appelé le président de la République à regarder surtout dans le sens de la reconquête de la souveraineté du Cameroun. Parce que, quel que soit, comme je l'ai dit, la perfection du projet qu'on aura et qu'on l'introduit dans le système en l'état, dans sa phase dépendante, notamment du néocolonialisme, on ne pourra rien en faire. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir faire du neuf avec du vieux, le vieux disque? On repart sur des programmes, plans qu'on va peut-être loger au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Emploi et autres, ou au FNE. Tiens, ça existe encore, le Fonds national de l'emploi, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir lever le scepticisme en reproduisant les mêmes choses qui semblent ne pas satisfaire en grande proportion les jeunes? D'abord, je vais dire à mon cher frère maître que pour ce petit échange un peu... Non. C'était juste... Vous avez une amende à payer. Moi, je suis le chef du village ici. Oui, vous avez une amende à payer. Vous savez que c'est bien. D'accord. Parfait, Zambo. Voilà. Ils ont une amende à payer là, donc, tout à l'heure. Voilà, on se comprend. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, sur la question que vous venez d'évoquer, moi je dis, et ça j'invite tous les acteurs politiques qui sont là, on n'est plus à l'heure des débats. La problématique telle que posée, c'est comment on aborde maintenant ce qui va se passer. Nous, on doit débattre. Maintenant, non, quand je dis lors des débats, doit réaliser. Non, je veux dire, non, quand je dis aujourd'hui, on est censé tous apporter. Vous comprenez? Et dans la situation actuelle, pour dissiper le scepticisme, si tant est votre question, la première chose, à l'heure actuelle, il faut un gouvernement de technocrates avec une mission de réformation. On va le faire comment? Permettez. Avec les gamins qui veulent les poster. Non, vous savez, non, écoutez Jean-Jacques. Jean-Jacques, la première chose, on a déjà fait le diagnostic, le président a fait le diagnostic. Maintenant, il faut des hommes. Mais les hommes là doivent avoir une mission. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et il a évoqué... Et celui qui les met en mission doit également évaluer. On a fait 6 ans sans... C'est comme vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. C'est que les gens ont fait de très belles propositions, chacune des autres. Voilà. Mais le constat, c'est que la marche que nous avons entreprise avec la SND 30 ne correspond pas aux aspirations des Camerounais. Elle ne peut pas produire des résultats.
La première chose que nous devons On demander... a dit ça aussi du DSCE. Non, permettez. Vous êtes en train de m'interrompre, Jean-Jacques. J'ajoute du Je sais exactement de quoi je parle, maître. Il y a eu le DSE, il y a la SND 30. Pour que les gens qui sont à la maison nous comprennent. Nous sommes à 10 ans de l'émergence. Ça, c'est le cap. Moi, j'aime toujours partir du cap. Et le président, tel qu'il a relevé, doit faire de ce septennat le septennat historique qui va tracer la grande voie du Cameroun sur des décennies, et voire même des centenaires. Et là, à 10 ans, nous sommes totalement à côté. Et pour que les gens ne croient pas que nous avons un problème avec des personnes, je prends un exemple simple. On veut le BRT au Cameroun, c'est dans la SND temps. Ça veut dire le bus rapide transfert. On veut le tramway au Cameroun, mais on continue de construire les routes à 6 mètres de voie. C'est un problème. Ça veut dire qu'on est à côté. Il faut qu'on arrête de les énoncer. C'est un problème. Je peux aller plus loin. Allez-y, allez-y. Vous comprenez un peu? Intéressant. Je dis, on est à côté de la plaque. Totalement. Sur le plan de la formation, on continue de former des gens qui ne peuvent pas produire, qui n'ont pas de plus-value sur le marché de l'emploi, dont on n'en a même pas besoin. Les universités qui forment en sociologie, en géographie, c'est pas que c'est mauvais. Voilà, mais on ne peut pas avoir 100 000 Camerounais qui ont étudié la géographie. Ça, vraiment, il y a un problème. Ça veut dire que tout cela est à côté. On veut être industriel. Quel est le pan de l'industrialisation qu'on veut mettre en avant? Est-ce qu'on a préparé les bases pour qu'on ait ces ressources? Nous ne sommes pas là. L'université telle qu'elle est aujourd'hui dans son système LMD 30, elle est à côté. Obsolète. Elle n'est pas en adéquation avec la vision du président Biya. Vous comprenez un peu? Donc, la question même... donne sa vision et les autres l'amènent ailleurs. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'est grave. Mais c'est la vérité. Moi, vous savez, je ne fais pas de commentaires. Je dis ceci. Il y a un résultat, 53%, c'est 17,4 que le président a perdu. Et on a 1800 milliards de francs CFA que cette crise a entraîné. Et je vais vous dire, une journée que l'État perd, où l'économie ne tourne pas, ne se rattrape pas en économie, il y a des économistes ici. Ça ne se rattrape pas. C'est pour cela que quand les Camerounais dansent souvent pour le férié, ils ne savent pas ce que ça coûte. En Chine, ça travaille 7 jours sur 7. Oui. Parce qu'on veut des choses, mais on ne comprend pas comment ça se passe. Alors comment on fait aujourd'hui, à une dizaine d'années du cap? Non, c'est très simple. Oui. On a d'abord des ressources naturelles, on a même un potentiel humain, on a une diaspora puissante. Ça veut dire qu'on peut redresser la barre. Et tous les experts avec lesquels j'ai eu à échanger, et sur certains pans même, j'en suis un, on a 3 ans pour redresser. Et moi, ce que je pense qu'il faudrait être fait, c'est que le président de la République crée en ce moment, pour le gouvernement, il met un gouvernement de technocrates qui aura 2 ans. Une mission de 2 ans, pas plus. Ça veut dire, elle doit remettre tout à plat. En rapport avec sa vision de l'émergence. Et là donc, ce qui va donc se passer, vous savez, il a évoqué l'idéologie, on a été d'accord. Si vous ne pensez pas, vous ne pouvez rien faire. Ce que les gens ont fait là, chacun venait avec son projet parce que derrière, il est actionnaire d'une entreprise écran et tout, et tu veux s'enrichir. Aujourd'hui, on doit prendre tout dans la globalité. Et il faut une institution, une macro-institution qui va penser le Cameroun. Vous savez le problème que nous avons? L'État est stratège et opérationnel. C'est pas possible. Et je vous prends un exemple. Un ministre, lui-même, il pense un projet. Lui-même, il cherche celui qui va le réaliser. Lui-même, il fixe le coût. Lui-même, il vient l'évaluer. Lui-même, il est le contrôleur du même projet. Résultat de course. On a des milliards, on n'a rien. Il faut une macro-institution qui devrait la penser. Et moi, par exemple, avec des amis en Allemagne et tout, on a pensé... Comme une haute autorité de la gouvernance. Voilà. Il faut au Cameroun ce que j'appelle une centrale d'intelligence qui va regrouper tous les domaines prioritaires pour le développement sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan industriel et tout et tout. Pourvu qu'on ne la politise pas. Non, écoutez bien. Écoutez bien. Ça doit être une institution qui doit être... C'est le président de la République qui doit être son PCA. S'il y a un vice-président, il doit être dans le conseil d'administration. Pourquoi? Je vous explique. Très rapidement. Oui, très rapidement. Une centrale d'intelligence avec 5000 personnes
5 000 personnes. 5 000 personnes, 2 000 de la diaspora et 3 000 du Cameroun. C'est des expertises abouties. Ils sont seulement là pour penser ce qu'il faut. Et ce qu'ils pensent donc... 5 000 personnes 5 000 personnes, c'est rien. Il y a des entreprises qui ont 30 000 personnes. Jean-Jacques Zé, ça c'est rien. Pour le champ être stratégique... Non, je vous explique. Je vais même vous donner le budget. C'est 300 milliards de francs CFA sur 5 ans de budget. Parce que tout ce que vous allez amener dans les expertises, ils doivent être véhiculés, ils doivent loger, ils doivent avoir au minimum 1 million de salaire pour vivre au Cameroun. C'est des études qu'on a déjà faites. Vous comprenez un peu? Mais seulement, où sera l'avantage? C'est que c'est de cette institution que la matrix d'implémentation qui sera portée par le gouvernement viendrait, avec tous ces codes stratégiques et d'application. Ça veut dire, par exemple, pour être concret, vous voulez faire une route. Comment vous pouvez m'expliquer, monsieur Jean-Jacques Zé? Vous pensez que le Kenya, le Rwanda... Mais c'est ce qu'ils font. Besoin de 5 000 personnes qui viennent réfléchir. Non, mais Jean-Jacques, c'est parce que vous ne comprenez pas le marasme dans lequel... J'essaie de comprendre. Oui. Le Cameroun... Si, je vous explique. Je vous explique. Non, monsieur Jean-Jacques Zé, le président en 2011 a recruté 25 000 emplois. La production sur le terrain, c'est quoi? Il y a toujours plus de corruption, non? Vous croyez que si on a 5 000 personnes... On va mettre une commission de 5 000 non, je vais vous dire. Qui ont 1 million de droits. Non, c'est pas une commission. C'est pas une commission, Jean-Jacques. Il faut simplifier les choses. On connaît le Cameroun. Non, Jean-Jacques, vous savez, moi j'ai fait des études sur la Corée du Sud, sur Thaïlande. C'est des pays, prenez le cas de Thaïlande. Thaïlande n'a que du tourisme. Thaïlande est plus construit que Paris. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Vous comprenez un peu? Et ça tourne 1000 à l'heure là-bas. Il faut des gens qui sont à l'ouvrage pour conceptualiser. Mais et le problème, c'est lequel? C'est qu'un ingénieur en automatisme, ou en mécanique, ou en électromagnétique, vous ne pouvez pas venir le fourrer dans un bureau, dans un ministère, quand il va dire que voilà, il ne peut pas. Il faut que dans ce domaine, ils disent que voilà ce qu'il faut pour le Cameroun. Et ça fait donc que le ministre de l'Industrie, quand il récupère donc, tout ce qu'on lui dit, c'est que cherche la personne qui va faire, mais voici les codes. Et ce n'est même pas toi qui est venu. Je sors par là, quand c'est intéressant. Non, on a déjà compris, non, c'est pas vous qui décidez ce qui est intéressant aussi. Non, je termine. Pensez pas les autres vont prendre la parole, s'il te plaît. Je termine. Donnez-moi 30. Donnez-nous amener en Thaïlande, en Indonésie. 30 secondes. Tu nous as pas amené dans une communauté ici au Cameroun. Jean-Jacques. Oui. Chute alors, sur cette question-là. Quand vous nous appelez, moi je ne discute pas. Non, on ne vous appelle pas pour faire un discours, pour répondre aux questions. Je vous dis, il faut une macrostructure, il faut un gouvernement technocratique de mission de 2 ans, vous comprenez un peu, qui rend la copie au président et qui ouvre le cap sur le nouveau Cameroun. Si on ne le fait pas, on va faire un remplacement des hommes, tout simplement, et chacun va venir, puisque même moi je veux rouler en Prado. L'autre veut rouler en Prado. L'autre veut avoir le gendarme. Parce qu'il a évoqué. Donc il faut changer de maxime par rapport au cap que le président a proposé. Si on ne va pas vers ce genre de solution forte, et je vous rappelle, on va parler de la Chine, la Corée, tous ces grands pays-là, pour se développer, ils sont allés prendre des modèles, ils les ont adaptés à leur environnement, ils ont créé. Je vous rappelle que l'Éthiopie, c'est 25 ans. Serge. Ce sont les plus belles routes. Revenons sur terre. Justement, j'ai parlé des routes tout à l'heure. Serge Anthony. C'est une grande entreprise de construction. Voilà. Mais on donne des milliers à Razel, à cet homme. On vous a compris. Non, vous m'avez pas compris parce que vous voulez faire. Votre raisonnement est l'État doit faire. Mais non, l'État doit mettre un mécanisme, c'est pas l'État doit faire. C'est pas ce que je dis. L'État doit mettre un mécanisme, ça veut pas dire que l'État doit faire. C'est ce mécanisme-là qui va développer le pays. C'est ton point de vue, c'est pas un point de vue, c'est technique ce que je dis. C'est ton point de vue technique. Non, j'aime le Cameroun. Serge Anthony, il nous a pris à tout le temps, Serge. Je peux le prendre. Serge, non, peut-être. Voilà. Même jusque là, tu ne prends pas tout le temps. Parce qu'il faut également écouter les autres. Tu es invité toi-même. Serge Anthony. Jean-Jacques, tu es invité. Quand tu parles autre chose, on ne t'écoute plus. Non, le problème c'est que tu ne m'empêches de développer. Ça, c'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes. Il y a un autre pan de la question. Le jeune, on est à l'approche d'une élection. On a l'impression que les jeunes attendent tous les cadeaux. Ils veulent être nommés. Ils veulent qu'on crée les écoles de ci ou de ça. Est-ce qu'on a l'impression que le jeune lui-même a conscience de ce qu'il doit faire changer les choses et qui peut faire changer les choses? Merci.
Merci d'avoir pensé à moi cette fois-ci. C'est pas de ma faute. Voilà, donc je voudrais, vous venez de là de toucher un pan très important, parce que tout à l'heure je vous ai dit que la jeunesse c'était l'électeur médian. La jeunesse c'est la majorité d'ailleurs, parce qu'on parle de plus de 57% des jeunes et des Camerounais, la population camerounaise est à peu près 57,6% des jeunes, pour dire que on ne change pas, c'est pas dans la rue qu'on peut changer les lois. Voilà les élections municipales et législatives qui arrivent. Nous voulons lancer un vibrant appel à tous les jeunes Camerounais. Intéressez-vous à la politique. Vous savez, tout à l'heure, je me suis amusé à comprendre que le Cameroun a beaucoup de matière, beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Quand vous voyez tous ces... vous écoutez peut-être parler, vous écoutez le maître parler, et puis même mon frère Dupuis, vous comprenez, le Cameroun a beaucoup d'intelligence. Mais comment gérer ces intelligences-là? Vous savez, il faut appeler chacha. Il n'est pas normal, par exemple, que dans un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, que les gens puissent, par exemple, faire 40 ans comme ministre. Vous comprenez? Je le dis, je suis du RDPC, mais je le dis parce que c'est pas important. Voilà des situations qui frustrent, parce qu'on a l'impression que, bon, finalement, c'est pour les autres. Parce que Jean Jazé, regardez ceci d'une manière pratique. Lorsqu'on fait un remaniement ministériel, même jusqu'au vigile qui est en bas, quelque chose bouge. Absolument. Mais si nous restons dans cette monotonie, c'est ça qui bloque les esprits. On a l'impression que rien ne change. Et comme il a dit tout à l'heure, il y a des visages parfois qui cristallisent. Donc, en réalité, il faut faire bouger les choses. Et pour que ces choses-là bougent, il faut que les jeunes attrapent le taureau par les cornes. C'est là, sur le plan politique, je vous dis, c'est possible. C'est-à-dire, j'ai eu un débat il y a quelques mois avec certains de mes parents où je disais aux jeunes d'envahir les conseils régionaux, d'envahir les conseils municipaux, d'envahir même le Parlement. Parce que c'est au Parlement là-bas que les lois changent. C'est au Parlement qu'on peut voter une loi qui donne une part belle à la jeunesse. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous imaginer que vous allez rester chez vous calmement à la maison et que les choses vont changer. Non, ça ne changera pas comme ça. Donc, véritablement que les jeunes se mobilisent davantage. Mais maintenant, ne soyons pas inquiets. Je l'ai dit tout à l'heure, ne soyons pas inquiets parce que nous n'avons plus, il n'y a plus de choix aujourd'hui. Ne soyons pas inquiets. Ce que le président de la République a promis, le président de la République promet, ce qu'il promet, il fait. Et nous sommes sûrs que dans les jours à venir, nous allons sentir véritablement l'impact de ces décisions qui ont été prises solennellement devant tout le peuple camerounais, en disant que nous allons donner une place importante à la jeunesse. Plus de responsabilisation. Ça veut dire que le président de la République lui-même, il a compris que les jeunes ne sont pas assez. Vous ne pouvez pas, par exemple, accepter que dans un seul ministre, dans une seule direction générale, qu'un individu soit là pendant 30 ans, 35 ans. Ce n'est pas possible. Si les jeunes ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la bouche pour parler, mais c'est parce qu'ils ont un respect pour ses parents. Quelqu'un me disait encore que vous n'allez pas chasser vos parents du jour au lendemain, mais il faut les accompagner. Quelqu'un aussi disait que la retraite, ce n'est pas, une punition, ce n'est pas une sanction. Chez nous, retraite veut dire repos. Vous comprenez, dans ma langue, Ouaga, la retraite, vous partez, vous reposez. Mais il faut bien que d'autres personnes partent se reposer pour donner la place à la jeunesse qui bouillonne. Et puis, vous voyez, malheureusement, c'est même ces mêmes jeunes qu'on jette encore dans la rue. C'est-à-dire que quand il faut casser, c'est ces jeunes qu'on envoie dans la rue. Mais quand ils se partagent le gâteau après les élections, les jeunes ne sont pas présents. Donc moi, je voudrais dire aux jeunes, prenez votre destin en main. Le président de la République, nous l'avons élu. C'est la jeunesse qui a élu le président de la République. Maintenant, la jeunesse attend. Mais en lui disant que désormais, c'est qu'elle a un outil de sanction. Ça qui peut se manifester. Si on a 4 millions de jeunes qui ne sont pas allés voter, imaginez-vous que si tous avaient voté et avaient fait un autre choix, c'est aussi ça les messages qu'il faut pouvoir prendre. Alors on est d'accord avec Serge Antonia, on a juste dit que c'était long. L'idée des think tanks est connue mondialement. Oui. Les gens s'asseyent, ils réfléchissent. C'est pas un think tank. C'est pas un think tank. On veut résumer cela. Vraiment, nous n'avons pas la littérature. Non, c'est pas la littérature. Quand c'est technique, c'est technique. Et think tank n'est pas technique. Non. Mais il est réducteur. Il est stratégique. Non. Écoutez, je ne parle pas de la stratégie, on ne rentre pas dans l'intérieur. Mais je dis, le problème est le suivant, c'est que si Jean-Jacques... D'accord, on va avancer, maître. Alors, parce qu'on a un frère qui nous dit qu'en Grande-Bretagne, ce sont des cercles de réflexion. Non, il n'a pas compris. Où tous les experts dans tous les domaines sont réunis pour penser la société. Il dit que j'en fais partie dans le domaine militaire.
Bonne émission. En passant, ce sont des milliers de citoyens qui y travaillent en permanence. Monsieur Jean de Oxford, en Angleterre, merci de nous regarder du côté d'Angleterre. Quelqu'un a dit que c'est des idées qui pourraient être développées en Afrique à travers les conseils économiques et sociaux, sauf qu'il faut réformer. C'est ce qu'il dit. Est-ce que en réformant, est-ce qu'on n'a pas le même résultat? Les gens, parce que le conseil économique soit censé penser des politiques et des visions. Mais là, non, ce dont on parle ici, c'est un équivalent du Parti communiste chinois. C'est tout le Parti communiste chinois qui pense la Chine. C'est l'équivalent du Conseil des gardiens de la révolution en Iran, qui pense l'Iran. Vous comprenez? On vous parle de gens qui ont un bagage intellectuel suffisant, mais également un ancrage idéologique sur un modèle sociétal, civilisationnel, et qui pense sa mise en œuvre opérationnelle et stratégique. D'accord. D'ailleurs, je pense qu'il y a un aîné, le révérend Emmanuel Noël Bissaï, qui a fait une proposition allant dans ce sens. Il fera pas, je crois, des cadres. Est-ce qu'on n'est pas toujours envoyé loin là? On est un septennat qui a commencé. Non, vous savez, ça, le problème, tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui. Nous amener ce un septennat qui est en train d'arriver. Nous sommes le 10. Justement, Jean-Jacques, nous sommes le 10. Jean-Jacques, nous sommes le 10. Oui. Les engagements. Le président de la République a prêté serment le 6. Oui. Ça fait il y a 4 jours que nous attendons. Est-ce qu'il avait ça dans son projet? Non, ce qu'il a, vous savez, le problème se pose, et c'est là où on va tomber dans les esbroufs politiques. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a dit que, il a dit qu'on va recommencer à les concours dans les écoles normales. On a d'abord arrêté. Pourquoi? Oui, la conjoncture. Non, monsieur. Il n'y a aucun problème de conjoncture, il n'y a aucun problème d'argent au Cameroun. La conjoncture n'est pas seulement de l'argent. Quand on dit conjoncture, ce n'est pas seulement l'argent. Vraiment, avançons. Non, justement, c'est pour dire quoi? Non, il y a aussi une chose. Vous voulez qu'on réponde à votre question? Votre question, c'est comment... Non, c'est vous qui avez posé la question. Moi, j'ai répondu. Votre question, c'est comment vaincre le scepticisme. Voilà. Alors, vous dites aux gens que vous allez recommencer à lancer les concours dans les écoles normales. Vous ne leur expliquez pas pourquoi vous avez d'abord arrêté. Mais non, ce n'est pas à nous d'expliquer. Parce que quand on est sceptique, je continue à dire que le scepticisme est une conséquence de quelque chose, d'une déception. D'accord? Et ce scepticisme est également sous-tendu par une certaine frustration. Vous ne prenez pas la jeunesse camerounaise de 2025 n'est pas la jeunesse camerounaise de 1960. Vous comprenez? Donc il ne faut pas essayer de dire aux gens, non, ne cherchez pas à comprendre. Et non, on n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Justement, la question, c'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que c'est une conjoncture. C'est la réponse généralement. On ne peut pas donner cette réponse aux gens. Qui n'ont pas marché. Les politiques n'ont pas marché, il faut le dire. Changer. Il faut les changer. Est-ce qu'on a Mais maintenant, comment, Jean-Jacques? Justement, on change comment? Qui change? On change. Qui change? Là, il y a quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit ça de façon... Il est passé un peu trop vite. Non, il est passé trop vite dessus. Tout à l'heure, quand je disais que il faut que le président de la République prenne le courage de l'innovation, de la rénovation du système institutionnel et de la consolidation des acquis. Il y a un problème au niveau de l'alignement. On a très peu de temps. C'est que la question fondamentale aujourd'hui, c'est avec qui va-t-il parvenir à ça? Les Camerounais. Les Camerounais, mais lesquels? Parce qu'il y en a qui s'arc-boutent au pouvoir et font comme s'ils détiennent des titres fonciers sur des postes précis. Et ne donnent pas l'impression de vouloir partir, sauf si la mort les y enlève. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est leur volonté qui compte? Et là, ça veut donc dire que vous dites que le problème, c'est celui qui les nomme. Naturellement. Est-ce qu'il y a deux façons de voir? Ça fait 4 jours qu'il a pété ses mains, nous attendons. Alors, pour vaincre le scepticisme, il faut d'abord changer les mentalités des gens qui vont accompagner le président durant ce mandat, réduire le nombre de ministères, ça multiplie le vol du budget du pays, améliorer les idées de M. Ongene et maîtres qui sont au plateau, réduire la durée d'occupation des hauts cadres dans la fonction publique. Bonsoir à tous. L'immatriculation du Cameroun s'octroie, né avant 1974. Pour vaincre le scepticisme, il faut d'abord changer les mentalités. On a déjà lu cette partie de votre message. Est-ce qu'on va pouvoir lire un ou deux? Ils sont nombreux qui ne pensent pas qu'on a été... Mon frère qui parle de la politique là. Pardon, la paix est bien. Imagine que j'exprime mon avis ou encore ma voix. On me prend... mon femme, non, jamais. Il ne faut pas venir avec ce genre de schéma. Il faut aller voter. Monsieur le maire d'Atok, vous parlez souvent de la discipline du parti. Que peuvent les jeunes face à cette disposition venant depuis Berthois?
Quelle disposition? Celle qui demande aux jeunes de ne pas être candidats? La discipline du parti. Voilà. Bonsoir, merci d'avoir invité Maître sur le plateau. Il exprime tout clairement et ses propos sont cohérents. Et la même question que je me pose depuis, pourquoi le gouvernement avait-il d'abord fermé le cycle doctoral et les intégrations des écoles normales supérieures Arsène Monkam depuis Ekounou, Yaoundé, cher gouvernement? Il faut bien répondre aux Camerounais. Quand j'entends les pro-Bia parler, j'ai l'impression que M. Bia est né de nouveau. Que nenni, soit c'est la naïveté, soit c'est la manipulation. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Hubert Volo. Et voilà, toi, alors, tu n'es pas simple, comme on dit au quartier. Bonsoir, le grand soir, belle thématique. Je suis d'accord avec le panafricaniste sur les politiques natalistes et la vision européocentriste et afro-pessimiste qu'on aime nous servir concernant le discours du chef de l'État sur l'inscription en thèse et les concours l'école normale supérieure. Il a simplement restitué les droits des jeunes. Il ne s'agit pas d'une faveur. Imaginez que des gens peuvent être frappés plus tard de la limite d'âge à cause des mauvais choix politiques. Des projets en faveur des jeunes sont en majorité octroyés aux amis des amis. Très belle émission, c'est-à-dire que le pays des liens, comme Charles Ateba il disait souvent. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci également Lorenzo de Yaoundé qui prouve qu'il est en train de nous écouter. Belle émission. Le président de la République a utilisé une stratégie de manipulation digne d'un Machiavel, faire croire à son entourage qu'il est hors sujet pour que les conditions de sa réélection soient réunies. Sauf que le peuple, le vrai, pas les voyous qui étaient dehors là, le peuple être debout et on va le sanctionner aux législatives et aux municipales. Et eux-mêmes, ils le savent. Voilà, c'est un engagement. Le frère là, il n'a pas signé son message, mais on a compris de quoi il s'agit. Merci infiniment, grand soir, d'avoir lu mes idées à la télévision, mais vous n'avez même pas signé. Alors, il faut que les voisins sachent que ce sont vos idées. À vous. Bonsoir. Pour moi, si le PR change ses ministres, ça pourra changer à Tangana depuis Konsamba. Bonsoir. Prenons notre mal en patience. Nous, jeunes, c'est le mois de l'élaboration du budget et nous attendons les prémices dès janvier. Merci Antoine Vundi à Yaoundé, parce que le président, justement, situé les uns par rapport au budget qui arrive. Monsieur, c'est pour ça que vous parlez de précision. Ouais. Il n'a jamais été aussi précis en la matière. J'ai deux questions à poser. Pensez-vous que le gouvernement est-il réellement prêt à écouter et à intégrer les préoccupations des jeunes dans ses décisions? Pourquoi ou pourquoi pas? Quelles mesures concrètes pourraient être mises en place pour garantir que ce septennat ne soit pas perçu comme une simple promesse électorale? Très bonne émission et merci à vous. C'est Junior depuis Odia, bord de 12, qui envoie cette question-là. Monsieur, on n'a plus qu'une minute chacun pour sortir de ce scepticisme-là. Comment sortir? On a tout entendu, changer les ministres. Est-ce qu'on va aller au remplacement? Si le président demain nous propose 30 ministres jeunes, les gens vont applaudir et on va continuer. Est-ce que ce n'est pas une question d'un système profond qu'il faut revoir? Il y a cet aspect, et c'est très fondamental ce que vous dites, mais vous avez soulevé un aspect très important sur lequel M. le maire a quand même donné quelques éléments, et j'aurais aimé qu'on embraye dans ce sens-là. Allez, on a une minute. C'est de dire qu'au-delà d'un gouvernement ou d'un groupe de pensée, il y a un aspect très important, c'est que les jeunes pour lesquels on parle ici, pour lesquels le président de la République a pris un engagement, doivent eux-mêmes être fondamentalement impliqués dans la chose politique. Ils doivent eux-mêmes saisir l'occasion de gérer eux-mêmes leur propre destin. L'occasion leur est donnée. Justement, et je le faut qu'ils capitalisent parce que nous avons position qu'on a vue pendant la présidentielle. Nous avons eu une dernière réunion au siège du PUS, tout juste à côté là, ici à Ifoulan, à Club France. Voilà. Donc, nous avons tenu cette réunion-là. Elle était préparatoire justement aux échéances électorales à venir. Et c'est une élection de proximité. Là où chaque jeune va être Paul Bia, ou du moins président de la République. Il faut les multiplier ces réunions-là et communiquer, sur ces réunions. Justement, les jeunes viennent massivement. Et au cours de ces réunions, justement, nous pensons la qualité des candidats que nous allons investir. Mais je voudrais, si vous me permettez de jeter par là, alors je dis donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'appeler les jeunes majoritairement, y compris ceux qui se sont abstenus, parce que là, il y a un sérieux problème. Il faudrait donc que les jeunes se mobilisent massivement au cours de cette élection pour élire les présidents de la République de chaque localité. Et à partir de là, on a fait le tour pratiquement. On a fait le tour. Mais l'élément clé serait... Je voudrais là maintenant, on a passé toute l'émission à interpeller le président de la République qui a été élu et qui, peut-être par son discours, n'a pas convaincu tout le monde.
Et on se demandait comment faire pour vaincre le scepticisme ambiant. Mais il faut aussi que ceux qui sont sceptiques travaillent sur eux-mêmes. Parce que c'est trop facile de toujours jeter l'anathème sur les autres. Alors je voudrais inviter les jeunes et les femmes en particulier qui ont été interpellés par le chef de l'État à s'investir massivement en politique, à s'engager d'abord en politique, à s'investir et à constamment se réinventer. Parce qu'au final, il faut que chacun prenne sur lui déjà de prendre conscience de ce que il doit incarner le changement qu'il veut voir intervenir dans notre pays, dans notre société. D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Il se plaignait, hein, notre ami JPS Zondongo de Yaoundé, qu'on n'a pas lu son message. Pour vaincre le scepticisme, on attend voir un président sérieux et fort qui frappe véritablement sur le train de vie de l'État au mépris des populations. Un ministre qui dure une éternité au pouvoir, ça doit changer pour calmer les crises sociales latentes dans notre pays. Voilà, j'ai lu ton message. Serge Anthony, une minute, on va un peu grignoter sur le temps. Il faut une centrale d'intelligence au Cameroun. Oui. Qui, je peux vous le dire, chers Camerounais, nous avons 5 millions d'emplois qui sont là, je les vois. Je vais vous prendre un exemple très simple. Nous avons environ 200 000 emplois sur l'ensemble du Cameroun à travers le module de sport, les aires de jeu, qui devraient être au moins sur tous les 1 km. Aucun quartier n'a plus un aire de jeu. C'est au moins 20 emplois par Jamais, non, on joue même à 1h du matin. Non, je vous explique, parce que quand on parle... Non, on a 1 minute. Je veux aller vite. C'est que quand vous m'interrompez, je suis obligé de m'arrêter. Je suis en train de vous dire qu'on a 200 000 emplois rien que dans les aires de jeu. Oui. Donc on peut continuer à former à l'INJS. Vous comprenez un peu? Vous croyez que quand on dit qu'il y a l'emploi chez les autres, qu'est-ce qu'on fait en Europe quand nous sommes en Europe? Il y a des gens qui n'ont pour seul travail que ramasseur de ballons. C'est le travail. Le problème, c'est qu'on a donné l'impression que le travail chez nous, c'est à être assis dans un bureau. Et c'est ça. Je vous prends un autre exemple. OK? Sur nos routes. Vous entendez le réalisateur se plaindre? Oui. Vous entendez le réalisateur se plaindre? Non, c'est dans les qui arrive là. Une seconde. Oui. OK. Vous avez, sur la question de poubelle, j'y ai travaillé. Vous avez 110 millions, 10 milliards de chiffre d'affaires pour 120 000 emplois. On se promet une émission avec vous, monsieur le maire, pour sortir de l'émission. Juste suivre la voix de mes copanélistes pour dire que nous sommes la lumière de ce pays, la jeunesse camerounaise. Nous sommes la lumière de ce pays. Et puis le moment est venu pour nous de nous lever et d'aller affronter notre destin. Notre destin passera par quoi? Par notre engagement à participer d'une manière pleine, c'est-à-dire à participer pleinement aux destinées de notre pays. Cela passe par les investitures lors des élections municipales et législatives, mais davantage de faire confiance au président de la République. Ne soyez pas sceptiques, le président de la République a fait des promesses et comme il a toujours fait, je crois qu'il va les réaliser, je suis convaincu. Je vous remercie. Merci d'avoir été là. Demain, on fait la suite de ce décryptage du message du chef de l'État, notamment les aspects concernant les jeunes et la femme. Demain, deuxième épisode sur les jeunes. Et puis mercredi et jeudi, on parlera de la femme. Merci, monsieur. Merci à vous d'avoir regardé. Très bonne soirée sur Info TV.